Bonsoir. C'est bon, là, visiblement, la technique fonctionne. Bien, alors, moi, j'avais commencé en écrivant un petit texte, une histoire. Vous savez, on a besoin de mettre en récit le storytelling et c'est important que tout le monde se projette. Ce que vous avez fait cet après-midi, visiblement, 2050. Hein, tout le monde parle de 2050 parce qu'on a besoin de se projeter parce que la marche est haute. Hein, donc moi j'ai écrit une histoire où c'est un maire, alors là il vient de partir, mais c'est un maire qui en 2047 nous raconte comment ça s'est finalement pas si mal passé que ça. Hein, comment est-ce que finalement on arrive à faire différemment la ville et puis voilà, vu depuis 2047 on s'en sort pas mal. Parce qu'on a besoin de se raconter ça, on a besoin d'imaginer les trajets qui permettent d'y arriver, on a besoin aussi de se dire que c'est pas l'effondrement, hein, mais on a aussi besoin de se dire que c'est sérieux. Hein, donc il faut trouver le bon équilibre. C'est pas une utopie, c'est pas une dystopie, c'est des hauts, des bas, etc., etc. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les scénarios de séries télé. C'est vachement intéressant. Vous savez, vous avez toujours le début où il y a la scène du casse. Donc il y a quelqu'un là, ils sont en train de rentrer dans la banque, ils sont en train de braquer la banque, etc. Vous êtes déjà dans le film là, vous êtes déjà là. Mais vous savez pas où ils sont, ce qu'ils font, qui c'est, etc. Et puis après on vous explique. Donc on commence par l'ACME, puis après on redescend, ensuite on repart. Puis il faut que ça finisse bien, sinon ça sert à rien. Sinon c'est un film français. Voilà. Et puis donc j'ai écrit cette histoire. C'est même l'intro de mon prochain bouquin qui sort en janvier. Je vous ferai la pub tout à l'heure. Vous pouvez le précommander dès maintenant, mais je vous mettrai le lien plus tard quand même. On va finir la conférence. Et puis j'ai eu un entretien avec Maxime Pedneau-Jobin. Maxime Pedneau-Jobin, c'est un ancien maire, en fait. Il a fait que 2 mandats au Québec, à Gatineau. Vous allez comprendre pourquoi. Et en plus, les mandats font que 4 ans là-bas. Gatineau, c'est 290 000 habitants, juste en face d'Ottawa. Donc, c'est de l'autre côté de la rivière des Outaouais. C'est la 4e ville du Québec. Ça fait bien longtemps qu'ils ont fait les fusions de communes là-bas. Hein. Si les communes étaient un produit à l'exportation, on serait enfin une grande puissance exportatrice, mais on a du mal à les exporter. Bref, 290 000 habitants et à la fin de son premier mandat, pendant la campagne, tout le monde lui reproche d'avoir investi 1,5 million de dollars canadiens dans une salle de gestion de crise posée sur le toit de la caserne des pompiers. Parce que c'est de l'argent jeté par la fenêtre et ça sert à rien. Mais en 2017, il y a la rivière des Outaouais qui déborde. C'est pas qu'elle a plus débordé que d'habitude ou qu'elle a dépassé mais elle avait jamais débordé en fait. Donc, les équipes municipales, les équipes fédérales regardent la rivière déborder sans savoir où ça va s'arrêter, quand ça va s'arrêter. 2017. 2018, on a 3 des plus grandes inondations du dernier siècle, des plus grandes pluies du dernier siècle qui ont lieu. Il y a des problèmes de gel-dégel. Il y a une tornade qui touche la ville, qui endommage 1200 logements. 2019, il y a une nouvelle inondation qui est plus importante que celle de 2017 qui vient ravager la ville. Alors en 2021, Maxime il a décidé de pas se représenter. On peut le comprendre, il a passé tout son 2e mandat dans la salle de gestion de crise qu'on lui avait reproché d'avoir construit. Et depuis il témoigne. Il témoigne pour expliquer qu'en fait ça sert à rien de faire des films, ça sert à rien d'imaginer 2050, ça sert à rien de rêver, de faire des dystopies ou d'étudier les scénarios de séries américaines. Il suffit d'écouter les gens qui sont déjà confrontés au choc du bouleversement climatique. Et lui, il nous raconte ce qui se passe quand on ne sait pas ce qui se passe ou ce qui va se passer. Hein ? Il faut écouter Gatineau. Parce que bienvenue, excusez-moi, je vous ai pas dit bonjour, mais bienvenue, oui. Bienvenue dans les 30 turbulentes. Les 30 turbulentes, c'est les 30 ans qui nous séparent de 2050. Parce qu'en fait, en 2020, c'est un nouveau siècle qui a commencé. Le 20e siècle, il a un peu traîné. Il a vraiment commencé avec la pandémie. Vous vous souvenez que la guerre de 14 avait démarré le 20e siècle. C'est la pandémie qui l'a fini. Et c'est le 21e siècle, finalement, depuis 3 ans. C'est un siècle tout neuf. C'est génial. Et c'est le bordel. On a une guerre en Europe, on a des pénuries de semi-conducteurs, on a un bateau qui a même loupé son créneau dans le canal de Suez. Si on a quelques extraterrestres qui débarquent là, on va les regarder comme des Parisiens blasés qui regardent des touristes, quoi. On a même eu des pénuries de papier toilette dans la 5e ou la 6e puissance mondiale. En fait, on est face à l'imprévisible. Tout peut arriver.
On a pris conscience de nos fragilités. C'est ça finalement l'Anthropocène. C'est peut-être une ère géologique, je vais laisser les spécialistes parler de ça, mais c'est surtout l'instant où on réalise à la fois qu'on est en capacité de changer la planète et qu'on est en train de la rendre inhabitable. Hein, c'est ce double instant, c'est ce double moment où on prend conscience de nos fragilités. Et là-dedans, la fabrique de la ville, auquel vous participez directement ou indirectement, est au cœur des problèmes, des crises environnementales. Parce qu'on a une crise climatique, mais on a aussi une crise des ressources et une crise de la biodiversité. Les trois crises environnementales qui en entraînent d'autres. Hein, et la fabrique de la ville, elle est au cœur des responsabilités. Elle est finalement dans l'impasse, ou plutôt les impasses. Hein, la première, c'est la monoculture automobile. Vous la connaissez, celle-là? Non? Ça vous dit rien, ce modèle? Il est plus en vente. Hein, 1908. Oui. C'est quoi l'innovation de la Ford T en 1908? Pardon? Le Fordisme, oui, mais alors là, si la Ford, l'innovation, c'est le Fordisme, on ne va pas s'en sortir. Hein? Ça a été la voiture individuelle, vendre aux salariés pour les produits de la fabrication. Oui, alors il y a cette idée-là. Alors il a plutôt dit sur la fin, mais en effet, c'est une règle de management qui ont été utilisées, qui ont été oubliées par beaucoup de grands industriels. C'est-à-dire, il le disait, le meilleur choix que j'ai fait, c'est de bien payer mes salariés. Ça a été oublié dans les manuels de management. La production en série, exactement. Donc on est sur, c'est le taylorisme appliqué à la production de la voiture. Vous savez d'où ça vient, ça? La production en série. Donc c'est production en série. Enfin, c'est le travail à la chaîne. Hein. On vient diviser une tâche complexe, construire un truc compliqué comme une voiture en sous-tâches simples. Une Ford T, c'est plus de 4000 sous-tâches. Et on a une spécialisation du poste de travail. L'ouvrier fait toujours la même chose. Il le fait très bien. On arrive à maximiser la production. Mais il y a une condition à ça. Il y a une condition au travail à la chaîne. On l'oublie toujours parce qu'on baigne dedans maintenant. C'est notre quotidien. C'est quoi la condition de l'industrialisation? C'est quoi la condition du travail à la chaîne? C'est quoi la condition des gains de productivité? Pardon? Non, en fait. Ouais, ça, c'est la conséquence. C'est quoi la condition? On fait toujours... Non, c'est pas ça. Oui, les ouvriers font toujours la même chose, mais surtout, on produit toujours la même chose. Et on l'oublie toujours. La clé du Fordisme, c'est la standardisation. On oublie complètement cette question-là parce qu'ici, tout est standard. Pratiquement tout est standardisé. Tout est produit à la chaîne. Et Henry Ford le disait très bien, les Américains ont le choix de la couleur. Tant que c'est du noir. 1920, on a plus de 50% des véhicules qui sont vendus aux États-Unis qui sont des véhicules Ford. Mais ce n'est pas des véhicules avec le logo Ford. C'est des Ford T noirs, du même modèle que celui qui est sorti en 1908. L'ambition d'Henry Ford, c'était de fournir un véhicule durable et réparable à tous les Américains. On n'avait pas encore inventé l'obsolescence programmée. On va se souvenir de ça parce que c'est comme ça qu'on construit nos villes, en standardisant des produits qui permettent de massifier la production, de baisser les prix et d'avancer. 1900, on a déjà une voiture dans les rues de New York, dans la 5e avenue, au milieu des calèches. 1913, on a encore une calèche au milieu des voitures. C'est la révolution de l'iPhone, mais pas dans nos poches, hein, dans les rues américaines. Et ça se passe extrêmement mal. On a un accident de la route en 1899, un médecin qui était sur les lieux, qui est intervenu, témoigne dans la presse, il dit « J'espère qu'on verra plus jamais ça ». 1920, on a 14 000 morts dans l'année, hein, dans les rues américaines. Une majorité d'enfants. On sonne le glas dans certaines villes, quand un enfant se fait écraser. Et on a des débats dans les États fédérés sur l'opportunité d'imposer des régulateurs de vitesse aux voitures ou d'interdire la voiture en ville. Je ne parle pas du conseil municipal de Paris en 2020, hein, je parle des États-Unis en 1920. Alors vous connaissez la suite, hein, ça ne s'est pas passé comme ça a priori. Ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'en 1925, on commence à adapter la ville à la voiture. Hein, parce que la voiture rentrait dans ce système, la rue, qui n'était pas hiérarchisée. Hein, tout le monde circulait un peu n'importe comment, mais à basse vitesse. La voiture arrivait beaucoup plus vite là-dedans, d'où le choc. Alors on commence à hiérarchiser l'espace public. Hein, c'est à Los Angeles, évidemment, État pétrolier, épicentre de la culture automobile, où on demande aux piétons poliment de rester sur le trottoir. C'est le début de la transformation par le réglementaire
de la ville et de son adaptation à la voiture, et ce n'était qu'aux États-Unis et ce n'était qu'à Los Angeles, et ça a moins d'un siècle. C'est un phénomène qui est extrêmement récent. C'est le moment, le milieu des années 20, on a le croisement des courbes entre le nombre de chevaux en circulation et le nombre de voitures en circulation aux États-Unis. C'est aussi le moment où on invente les premières boîtes de nourriture pour chiens. Eh oui, il fallait bien faire quelque chose des chevaux en trop. On les a mis dans les boîtes. C'est dans les années 30 où disparaissent les tramways électriques aux États-Unis, d'abord aux États-Unis, par un travail, on va dire, très concerté autour de General Motors. Ils récupèrent l'équivalent de nos délégations de services publics, ils suppriment les tramways électriques et les remplacent par des bus à essence. Et puis après, on aura cette longue traîne de la disparition des tramways jusqu'aux années 60, avec un revival au milieu des années 80, comme à Nantes. Mais là, on a commencé à adapter la ville à la voiture, mais toujours pas le territoire. En fait, il faut attendre la Seconde Guerre mondiale pour que vraiment la voiture ait une empreinte sur l'urbanisme, sur l'aménagement. Avec ça, une image qu'on connaît, qui est l'image du suburb, que vous connaissez dans tous les films américains. C'est une invention. Il y a un inventeur, c'est une invention, il y a une date, c'est 1949. On est donc après la Seconde Guerre mondiale. C'est Lewitt & Sons qui crée les premières Lewitt Town. Et il y a un des fils Lewitt qui a fait la campagne d'Europe dans le génie américain. Il était dans le génie, il construisait des baraquements pour suivre l'avancée des troupes alliées. Et il décide d'utiliser les mêmes méthodes que l'industrie automobile pour construire du logement, construire des maisons. Standardisation, c'est la maison sur catalogue. Alors, c'est pas Ford, c'est General Motors, c'est-à-dire Ford plus l'obsolescence programmée. Ford plus des couleurs qui changent, des palettes qui évoluent tous les ans, et puis de légers détails esthétiques qui fait que votre voisin a toujours une bagnole plus récente que la vôtre. La maison sur catalogue, on standardise, construction hors site, on vient préfabriquer hors site des maisons standardisées, ce qui permet de baisser les prix. Mais on a besoin de foncier standard pour mettre des maisons standards, parce que le foncier urbain, il est compliqué, il est voisiné, il est occupé, il est pas plat, etc. Et donc ils sortent de New York et ils vont acheter des champs de patates et des champs d'oignons pour créer les premières Lewitt Town qui ont été, c'est des champs qui ont été rendus accessibles par ça. Alors c'est pas encore l'autoroute, c'est le Parkway. C'est l'ancêtre de l'autoroute américaine et il y en a eu construit juste dans la périphérie de New York, sur Long Island. Et tout le modèle est là, en fait, tout de suite. Dès le tout début des années 50, tout est là. Monofonctionnalité, on habite là, on va chercher les autres services ailleurs. Une dépendance à la voiture, une consommation de sol agricole, une initiative privée et même l'homogénéité sociale. Les Lewitt Town sont réservés aux Blancs et aux anciens combattants. Ça, c'est pas des questions sociales, c'est qu'on invente une économie scalable, comme on dit dans la Startup Nation. On vient reporter la charge de l'investissement sur l'occupant. Et les anciens combattants bénéficiaient de garanties d'emprunt par l'État fédéral américain. On invente l'endettement des ménages pour la construction de la résidence principale. 2007, fin 2007, avec la crise de subprime, les Lewitt & Sons s'effondrent, fait faillite, sur l'effondrement de l'économie qu'ils ont très largement créé, puisque la crise des subprimes, c'est bien la crise du surendettement des ménages américains pour l'acquisition de leur résidence principale. Et donc là, normalement, on dit ça se répand dans le pays comme une traînée de poudre. Pas du tout. Il faut 20 ans. Il faut 20 ans parce qu'il n'y a pas l'autoroute. Il n'y a pas la route, en fait. C'est un modèle qui peut naître auprès de New York, mais pas plus. Il n'y a pas l'autoroute jusqu'à ce qu'Eisenhower lance un grand plan d'investissement autoroutier. 60 000 kilomètres d'autoroute construits en 10 ans à partir de 1956. Parce qu'il faut que l'armée américaine soit en capacité de circuler dans le homeland pour protéger le pays en cas d'invasion soviétique. C'est l'Interstate and Defense Highway Act, en fait, Eisenhower, qui était donc le général qui pilotait les troupes alliées en Europe, qui est devenu président des États-Unis. En fait, il était sous-officier en 1919 et il a fait une traversée d'est en ouest des États-Unis avec une colonne de véhicules de l'armée américaine et c'est une catastrophe. Il leur faut des semaines pour traverser le pays. Ils sont obligés de construire des ponts, d'abandonner des véhicules. Ils ont des dizaines de blessés. Et il a vu, lui, le réseau autoroutier construit par Hitler dans les années 30 pendant la campagne d'Europe. Et il a besoin, il veut avoir la même chose aux États-Unis. C'est un plan de relance, c'est un plan de défense du territoire, c'est un plan d'emploi aussi pour les anciens GIs, mais c'est pas un plan d'aménagement du territoire. Et pour autant, ça va permettre de diffuser le modèle du suburb avec sa version commerciale, sa version industrielle, tertiaire, partout dans le pays. Mais dans les années 60, c'est extrêmement récent tout ça. La dépendance automobile, la monoculture automobile, c'était la première impasse. La deuxième des impasses, c'est l'artificialisation des sols. Et là, on rentre en Europe
où Lewitt & Sons a d'ailleurs construit plus de 5000 logements en Île-de-France. Ça n'a pas été une grande réussite finalement, mais... Et dans les années 70, on a ce modèle qui passe l'Atlantique par décision d'État. 1971 et ensuite 73, on a les circulaires ni tour ni barre, où l'État interdit des formes urbaines. C'est une volonté de l'État à la fois d'arrêter les politiques de la reconstruction, les grands ensembles, on s'appuie sur les bailleurs sociaux et donc un modèle locatif, pour commencer à tisser l'éloge du pavillonnaire. Avec comme symbole les chalandonnettes, ça c'est les chalandonnettes, des maisons en accession, du nom d'Albin Chalandon, le ministre du logement de l'époque. C'est donc une politique d'État qui crée finalement une forme urbaine, qui s'appuie sur des acteurs privés, dont certains font partie des grandes majors du BTP, je ne citerai personne, mais ça commence par B. Et puis c'est le début d'un slogan, une France de propriétaires. C'est pas Sarkozy, c'est Giscard. On invente ce modèle-là, et c'est donc une politique de droite et de gauche. Parce qu'en fait, il faut attendre les lois de décentralisation pour que ça décolle vraiment. Il faut attendre les lois de fer après Mitterrand, 82-83, pour que l'État file les clés du camion aux élus locaux. Le camion de l'époque, c'est le POS, le plan d'occupation des sols, l'ancêtre de nos PLU. Avec en plus une mission assignée par l'État de créer le foncier permettant aux lotisseurs de construire la maison des Français. Et non seulement ils font le job, mais les élus locaux ont l'intelligence d'inventer un contre-modèle à l'exode rural. Et ils arrivent à inverser la courbe. Pas du chômage, mais la courbe démographique des territoires dans lesquels vous êtes nombreux à vivre, qui ont été saignés par l'exode rural jusqu'au milieu des années 80. Et c'est au milieu des années 80, on invente ce modèle sur lequel on vient accueillir des bouts de lotissement en entrée de bourg qui permettent de maintenir l'école ouverte, de maintenir les services publics, de développer les commerces et finalement de retrouver une nouvelle vie. On invente ce qu'on appelle aujourd'hui le périurbain, ces territoires qui sont ici en rouge, dans lesquels on dort, dans lesquels on habite, dans lesquels les gamins vont à l'école, on va dans les commerces, les services publics, dans lesquels on vote, mais dans lesquels on ne travaille pas. Dans lesquels vivent plutôt bien en général un quart à un tiers des Français aujourd'hui. C'est un phénomène qui est extrêmement récent. Ça commence réellement au milieu des années 80. C'est extrêmement récent, mais ici dans la salle, dans notre vie consciente, on a tous toujours connu que ça. On a une question de référentiel. C'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on fait la ville. On n'a pas vécu autre chose dans notre vie consciente. Je discutais avec un patron d'une grosse boîte du CAC 40 qui commence pas par B, et qui me disait, mais oui, en fait, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé ma carrière, on rentrait manger à la maison. C'est pas juste un changement de régime alimentaire ou une passion pour les restaurants d'entreprise ou les sandwichs qu'on a. C'est simplement, maintenant, on habite trop loin pour rentrer manger à la maison. On a en plus une dispersion de l'habitat. On a un équipement individuel qui fait que avoir un bus qui fait le tour de la campagne pour ramasser tous les salariés et aller à l'usine, ça n'a plus aucun sens parce qu'il partirait le matin, il n'aurait pas fini sa tournée le soir. On a un changement de géographie qu'on n'a pas constaté en fait dans nos vies parce que c'est allé lentement, c'est allé doucement et pour autant, aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer autre chose. C'est une des grandes difficultés sur les transitions qui sont devant nous, c'est changer de référentiel. Imaginez qu'on peut faire autrement que ce qu'on a connu dans notre vie consciente. Vous pourrez regarder des vidéos de Daniel Paoli sur le Shifting Baseline Syndrome. C'est quelque chose de très intéressant, mais c'est une histoire de poisson, donc on pourra en parler après. Ça a quelques effets sur le réel. 20-30 000 hectares de sol, essentiellement agricoles, consommés tous les ans. C'est 5 stades de foot toutes les heures, ou une vingtaine d'aéroports Notre-Dame-des-Landes tous les ans, comme vous voulez. Chacun son unité. Et évidemment, on va retrouver la géographie du développement. On va retrouver nos territoires, on va retrouver donc les métropoles attractives, le littoral, l'Île-de-France bien sûr, et un certain nombre de territoires frontaliers. Parce que qui dit plus d'habitants dit plus de villes. Il y a une logique à tout ça. Alors, en fait, quand on zoome un peu, ou plus exactement quand on regarde en arrière, c'est pas aussi clair que ça. On s'aperçoit que ces 50 dernières années, nos villes, elles ont grandi 3 fois plus vite que leur population. Il y a un truc pas clair. Mais si on zoome encore un peu plus, en fait, on peut constater qu'on a un quart des surfaces de lotissement qui sont créées aujourd'hui en France, qui le sont dans des communes qui perdent des habitants. Plus d'habitants égale plus de villes, c'est faux. C'est statistiquement faux. Vous pouvez prendre le nombre d'habitants, le nombre de ménages, mais aussi le PIB ou le nombre d'emplois. Il n'y a pas de relation
entre d'un côté la consommation de sol pour faire la ville d'un territoire et sa dynamique. Je le redis, il n'y a pas de relation entre le développement d'un territoire et sa consommation de sol. Et pourtant, on a tous ça en tête. C'est ce que gueulent tous les élus locaux aujourd'hui en disant « Oui, mais le ZAN, on va tous mourir ». Non. En fait, il y a plein de territoires aujourd'hui qui continuent de consommer. La région Grand Est consomme à tire-larigot, ils perdent des habitants, ils perdent des emplois. La région Normandie et la région Bretagne ont des courbes de consommation de sol qui sont extrêmement proches. Or, la région Bretagne a accueilli 4 fois plus d'habitants que la région Normandie. On a des disparités qui sont partout, sur tous les territoires. Il n'y a pas de relation entre le développement d'un territoire et la consommation de sol. Et pourtant, on a ça gravé dans la tête. C'est même gravé dans le droit, dans le code de l'urbanisme. Ça a des effets pour autant sur les entrées de ville dont on parle beaucoup et les sorties de ville dont il faudrait aussi parler quand même. Moi, j'attends le plan de sortie de ville du gouvernement. Sur les terres agricoles qui servent à quelque chose, qui sont aussi du développement économique, puisqu'elles servent à nous nourrir. Et puis on oublie une chose, c'est qu'on a un tiers des surfaces agricoles qui nous nourrissent, qui sont en dehors de l'Hexagone aujourd'hui. Donc l'enjeu, c'est pas le maintien des capacités exportatrices de la France. L'enjeu, c'est une question de sécurité alimentaire, parce que le jour où les Brésiliens en auront marre de nous envoyer les tourteaux de soja pour une raison X ou Y, il va falloir qu'on change complètement de régime alimentaire. Ça a un effet sur les écosystèmes et puis ça a un effet aussi sur la mobilité parce que la dépendance automobile permet l'étalement urbain, mais l'étalement urbain génère quoi? De la dépendance automobile. C'est la spirale de la mort, comme le dit ce cancérologue canadien. C'est ce qu'on appelle en systémique une boucle de rétroaction positive. C'est pas nécessairement bien, mais c'est positif, c'est-à-dire ça croît. Et puis, ça crée une forme d'urbanisme à fragmentation où on constate une surpolarisation des espaces, pas nécessairement centre ou périphérie, mais finalement des formes d'homogénéité sociale qui sont de plus en plus marquées dans les territoires, que ce soit dans les centres ou dans les périphéries. On est en train d'inventer, on est en train de produire les générations de, alors gilets jaunes ou chaussettes vertes, je ne sais pas ce que sera la prochaine génération, mais par la polarisation là-dessus et notamment le fait qu'on repousse toujours plus loin des métropoles attractives, les ménages aux revenus normaux. On a à la fois une concentration dans des poches de pauvreté et ce qu'on appelle les classes moyennes, ce qui veut strictement rien dire, mais qui sont ceux qui ont fait tourner nos hôpitaux et nos villes pendant la pandémie, qui peuvent tout simplement plus payer la proximité. Troisième impasse, celle des ressources. Mais là, je ne vais pas vous faire un dessin, on en a beaucoup parlé déjà aujourd'hui, sur à la fois la consommation de ressources minérales notamment. C'est la fabrique de la ville qui consomme le plus de matière de tous les secteurs. Et la fabrique de la ville produit aussi 6 fois plus de déchets que les ménages. Donc concentrez-vous sur votre job et vous pouvez oublier de trier à la maison, c'est pas si grave que ça. Et puis la quatrième des impasses, c'est l'impasse climatique. Si on prend le budget moyen des ménages, le budget carbone, donc il va bien falloir qu'on parle, c'est à peu près 10 tonnes équivalent CO2 par an. Il faut qu'on arrive à 2 tonnes en 2050. Bon courage. Il y a des Français qui sont déjà à 2 tonnes. Ils habitent pas chez vous. Ils habitent nulle part d'ailleurs, ils sont dans la rue. Ils n'ont pas de maison. Aujourd'hui, dans les 10 tonnes, on a la moitié de notre budget qui est associé justement au bâtiment et l'autre moitié qui est associée au bâtiment et à la mobilité du quotidien qui est dictée par la forme de la ville. L'usage de la voiture est bel et bien dicté par ça. Ça veut dire qu'en termes de responsabilité, la ville est aux premières loges, mais elle est aussi victime du bouleversement climatique, inondations, recul du trait de côte, submersion marine, canicule, incendie. Ici, on a Lytton. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Lytton. On a vite oublié Lytton. C'est au Canada aussi, mais c'est de l'autre côté. C'est plus près de Vancouver, c'est à 300 km de Vancouver. En juin 2021, Lytton bat les records mondiaux de température pendant 3 jours. Il s'arrête à 49,6 degrés. Le 4e jour, Lytton brûle à cause d'un feu de forêt. 90%. Il fait 25 degrés d'habitude à Lytton, mais surtout, il n'y a pas de risque incendie. C'est pas du tout un territoire qui est soumis au risque incendie. Le même été, il y a eu des grandes inondations en Belgique et en Allemagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images-là, qui étaient impressionnantes. On a des terrains qui s'effondrent complètement. Mais vous croyez vraiment que les Allemands ne respectent pas les plans de prévention des risques inondations? Il doit y avoir un seul mot pour dire ça en allemand. Un peu long, mais... c'est des territoires qui n'avaient jamais connu d'inondation. Et ça, on l'oublie complètement. On parle du bouleversement climatique en disant des coups plus fréquents, plus violents, oui, mais qui touchent aussi des territoires qui aujourd'hui se croient à l'abri.
Et en fait, il y a une nouvelle géographie des risques qui est en train d'apparaître, et c'est une géographie de l'incertitude. Parce qu'on a pris l'habitude et on sait gérer les risques urbains, plus ou moins bien, plus ou moins efficacement, etc. Mais on regarde le passé pour anticiper l'avenir. Hein, si on a des plans de prévention du risque inondation, c'est sur la base de modélisation qui sont sur la base de crues de référence, le passé. Si on a des zonages aujourd'hui sur des risques technologiques, c'est parce qu'il y a eu des accidents. On est toujours en réaction par rapport au passé. Or aujourd'hui, tous les repères sont bouleversés. Toutes les cartographies des risques sont complètement bouleversées. Celles qui existent peuvent être fausses, bien souvent elles le sont, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas fait. Aujourd'hui, on a des nouveaux risques et une nouvelle géographie qui reste encore à dessiner, et on a pas mal d'acteurs aujourd'hui qui essaient de travailler là-dessus de façon à anticiper. Mais on ne pourra pas anticiper. C'est bien ça l'enjeu. C'est comment est-ce qu'on passe de la gestion du risque, finalement, à une vraie forme de résilience, qui est simplement d'être prêt à tout. Évidemment, vous avez tous de quoi tenir 3 jours chez vous, en cas de panne d'électricité. Vous avez de l'eau à boire, des piles, vos papiers qui sont dans un sac en cas d'évacuation, et l'ensemble des médicaments qui sont prévus pour... Non ? Prenons exemple sur les individus rationnels, les dom-toms. On sait, on prévoit le fait qu'on a des cyclones. On a une culture de crise. On a complètement perdu la culture de crise à tel point que on pense que l'électricité est définitive et sera toujours là quoi qu'il arrive. C'est la première des choses qui tombent. Mais on a le téléphone. C'est la deuxième des choses qui tombent. Apprenons à gérer l'incertitude. Ça veut dire que on a un triple virage à faire face à nous pendant les 30 turbulentes. C'est faire notre part comme faiseur de ville, c'est la décarbonation. C'est s'adapter à un nouveau climat, et on l'a vu pendant les étés. On voit avec les enjeux de confort d'été, etc., etc. Il faut aussi s'adapter à ce nouveau climat et aussi s'adapter aux nouveaux risques. 3 virages qui sont extrêmement importants. C'est donc pas une transition, encore moins une transition douce. Vous avez le droit de croire à l'avion vert, à l'hydrogène, machin. Vous avez le droit. Moi, j'ai un enfant qui doute encore sur le Père Noël. C'est son droit aussi à lui. Les virages qui sont face à nous, ils sont extrêmement brutaux. Alors, il y a quelqu'un qui disait, il n'y a pas longtemps, c'est un virage à 360 degrés. Non, c'est beaucoup moins impressionnant. C'est juste 90. C'est une redirection. C'est tout sauf une transition douce. C'est tout sauf la même chose avec une pointe de sel et un peu de couleur verte. Il y a une brutalité dans ces virages-là, et il est temps de se le dire. Alors, ça a été cité par Monsieur le maire, il y a le zéro artificialisation nette qui amène des formes de brutalité. C'est intéressant, zéro artificialisation nette, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, c'est la meilleure des nouvelles qu'on a eues depuis 20 ans. C'est-à-dire que simplement, on s'oblige collectivement à faire ce qu'on s'est dit qu'on allait faire il y a 20 ans, il y a 23 ans plus exactement. C'est écrit dans la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, de décembre 2000, ce qu'il faut faire. On n'a rien inventé avec le zéro artificialisation nette. Juste, on a foutu un tableau Excel pour veiller à ce que tout le monde le fasse enfin. C'est le zéro. On commence avec Excel, on finit par Excel. Deuxième problème, c'est A, artificialisation, c'est imprononçable. Je ne sais pas si vous avez suivi les débats parlementaires. C'est catastrophique, encore pire au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Mais surtout, on ne sait pas ce que ça veut dire. On a un problème de définition patent parce qu'on ne sait pas. Il n'y a pas de vérité scientifique là-dessus. Et puis net, c'est la question de la compensation. On pourrait compenser l'artificialisation de certains sols. Alors sans doute, mais je vous laisse manger les salades qui seront cultivées sur l'ancienne friche industrielle. Personnellement, je vais m'en passer. Mais il y a plus grave que ça. Il y a plus grave que ça parce que c'est de toute manière une bonne raison de parler de la fabrique de la ville, et on a un grand débat national là-dessus, sur comment on fait la ville. Il y a l'autre grand débat national, c'est ce qu'on doit dire Lausanne ou Lausanne. Ça, c'est pas réglé non plus. Le problème, c'est qu'on s'est trompé d'ennemi, en fait. En voulant lutter contre l'artificialisation des sols, on veut lutter contre la fièvre, pas contre la maladie. C'est confondre le symptôme et la maladie. On est face à un problème systémique. C'est pas juste une question de curseur ou de tableur Excel. Ça fait 50 ans que la fabrique de la ville est concentrée sur la construction de produits immobiliers standardisés, sur lesquels on vient massifier la production pour en baisser les coûts, au travers de grandes opérations de renouvellement urbain dans le cœur des métropoles, mais essentiellement sur l'étalement urbain dans la plupart des territoires en France. C'est ça qu'il faut arrêter, et c'est ça le problème. C'est le système de production de la ville.
On est sur un point pivot. Et c'est ça qu'il va falloir changer. Parce que face à nous, je l'ai dit, hein, on a ces 3 transitions, mais il faut pas se tromper de sujet. Hein, parce qu'on a des grands débats sur combien il faut faire de logements neufs tous les ans. Alors si on écoute la FPI, ça doit être 2 millions à peu près. On a des estimations à 500 000, certains disent 350 000. C'est intéressant. Hein. Puis il y a les nouvelles normes. Hein, mais on parle du neuf à chaque fois. À chaque fois, on parle du neuf. Et en fait, on a déjà construit au moins 80% de la ville de 2050. Donc on se concentre sur le petit truc en jaune là-haut, qui est un peu gris là, mais c'est à cause du truc là. Et on oublie les 80% de la ville de 2050 qui est déjà construite. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'existant en fait. C'est ça l'enjeu. C'est ça le sujet clé. Et aujourd'hui, on papote. En fait, il faut qu'on passe d'une forme d'urbanisme linéaire, on consomme du sol, on produit des objets urbains standardisés, et puis on a des formes d'obsolescence programmée. Hein. C'est des friches industrielles, mais c'est aussi des logements vacants. On est passé de 2 à 3 millions de logements vacants en 10 ans en France. C'est aussi une sous-occupation des équipements publics, de vos bureaux, une sous-occupation des logements. 8 millions de logements en France considérés comme sous-occupés par l'INSEE. 1,2 million de logements suroccupés. Hein, on voit les proportions. Quand on dit sous-occupé, c'est pas juste le salon est un peu trop grand. Hein, c'est que il y a au moins 2 chambres en plus que le nombre d'occupants. Vous voyez, c'est des maisons sur lesquelles vous pouvez changer à peu près tous les jours de chambre. Hein, c'est bien, mais c'est lié au vieillissement. On a donc une sous-occupation importante, et pour autant, on continue de se dire que l'enjeu, c'est bien de construire du neuf. Ça, c'est l'obsolescence. La question des alternatives, elle est d'abord à l'échelle du bâtiment. Comment on vient mieux utiliser nos bâtiments? Comment on vient éviter de construire? C'est la première des boucles. Intensifier les usages de l'existant. Et puis, la deuxième des boucles, c'est éviter de déconstruire. Parce que dans un bâtiment, il y a déjà notre patrimoine carbone. On a déjà émis le carbone pour le construire. Évitons de déconstruire dès qu'on le peut. Hein, c'est une clé importante. Ça veut dire que transformer l'existant, c'est aussi absolument fondamental. Et si on ne trouve pas la réponse à nos besoins dans l'échelle des bâtiments qui sont là, c'est travailler les espaces déjà urbanisés. Hein, c'est la densification, construire du neuf dans des périmètres déjà urbanisés. Et puis le recyclage, qui est la grande boucle des démolitions-reconstructions, dans lesquelles on vient émettre beaucoup de déchets liés à la déconstruction, dans lesquelles on vient consommer beaucoup de matière pour faire du neuf, émettre du CO2, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux qu'aller faire du neuf plus loin dans la périphérie. Et puis la dernière des boucles, c'est la renaturation. Admettre qu'on a un certain nombre d'espaces urbains qui ont vocation à retrouver des usages naturels. Ça, c'est un changement de priorité. Tout ça, on sait le faire. Tout ça, on le fait déjà. Tout ça, vous le faites. Hein, la question, c'est comment est-ce que ça devient prioritaire au fait d'aller consommer du sol neuf dans la périphérie? Comment, par défaut, on explore d'abord les boucles de l'urbanisme circulaire avant d'aller consommer des sols neufs? En fait, c'est la clé d'un système. Hein, c'est pas une fin en soi, cette question-là. La préservation des sols n'est pas une fin en soi. La lutte contre l'artificialisation des sols, c'est pas une fin en soi. Par contre, ça nous impose finalement une forme de sobriété globale. Sobriété foncière, mais qui impose une sobriété constructive, donc une sobriété en matériaux, donc en mobilité, etc., etc., etc. Il faut considérer que la question de la sobriété foncière et donc de la baisse de l'artificialisation des sols, c'est un moyen en fait de faire transition. C'est un moyen de toucher le cœur du système et de le faire pivoter. Parce qu'on en a des chantiers face à nous. On a 6 chantiers face à nous. 6 grands chantiers qu'il faut qu'on mène d'ici 2050. Le premier, c'est celui de la canopée. Alors on vous parle des arbres. Hein, c'est dans tous les programmes, il faut planter des arbres, etc. Et donc on rajoute quelques arbres entre les places de parking et puis on les compte. Parce que c'est vachement bien de dire qu'on a planté 10 000 arbres. Hein. En plus, on a des super méthodes importées du Japon sur lesquelles on vient mettre 6 arbres au mètre carré. Donc autant vous dire, vous avez vite des chiffres qui sont sexy en termes de bilan de mandat. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, c'est la couverture arborée de nos espaces urbains. Aujourd'hui, les villes en Europe ont en moyenne 15% de canopée. C'est-à-dire 15% de leur surface qui est couverte par des arbres. Il faut qu'on passe au moins à 30% d'ici 2050. C'est un chantier absolument massif qui nécessite de repérer les bons espaces sur lesquels il faut lutter à une échelle micro contre les îlots de chaleur urbains, qui nécessite de repenser la façon dont on utilise les sols, hein, puisqu'aujourd'hui, la nature en ville, c'est quoi? On va chercher de la terre végétale, on plante un arbre à la place du parking. C'est génial. Elle vient d'où, la terre végétale? Non? Des zones agricoles, oui, bien sûr. C'est un champ agricole qu'on a décapé pour faire un lotissement.
La terre végétale, c'est un sous-produit de l'étalement urbain. Et ils viennent d'où, les arbres? Vous le savez quand même, on est à côté ici, Angers, c'est quand même... Ah, les pépinières qui sont où? Où ça? En périphérie des villes, ouais, des villes italiennes, hollandaises et allemandes. Hein. On importe les arbres en porte-chars pour venir les planter dans la ville. C'est ça la nature en ville aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut utiliser les sols en place, apprendre à les réactiver. Hein, c'est ce qui est fait par exemple ici à Toulouse, hein, sur lequel on vient réenrichir des sols et adapter finalement les plantations à la capacité des sols à les porter, pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut aussi planter petit. Hein, et finalement inaugurer des trucs avec des arbres comme ça. C'est moins sympa pour l'inauguration, mais c'est peut-être nécessaire aussi. Hein. Parce qu'il nous faut massifier, il nous faut standardiser. Le deuxième des chantiers, c'est celui des temps. Aujourd'hui, on se focalise sur les espaces, on a toujours besoin d'espace, mais on a plein de temps morts dans la ville. On a des équipements publics qui servent à rien, des bâtiments qui attendent leur déconstruction. L'urbanisme temporaire peut valoriser ces temps morts finalement de la vie d'un bâtiment où il attend sa déconstruction, sa réhabilitation. Mais on a aussi des cours d'école qui servent à rien le soir, qui servent à rien le week-end, et même des salles de classe qui servent à rien pendant les vacances. Sauf dans cette école à Noirmoutier, où on enlève les tables et les chaises tous les étés, et on installe des lits et des cuisines. Et on les transforme en logements touristiques. C'est 8 logements touristiques qui n'ont pas été construits à côté, qui seraient vides toute l'année. Et puis c'est une école qui n'est pas vide pendant l'été. C'est des revenus complémentaires qui permettent d'entretenir cette école privée. C'est ça la chronotopie, travailler les temps et l'organisation. Mais on voit bien, aujourd'hui c'est plus facile d'aller construire une école toute neuve dans la périphérie qu'aller taper à la porte de l'institut pour lui demander de partager sa salle de classe. Pour autant, il y a bien un moment, il va falloir qu'on ait cette intelligence-là. Combien de salles de conseil municipal ne servent pratiquement à rien en dehors des conseils municipaux? Combien de salles de réunion ne servent à rien le soir? Combien de maisons des associations qui sont vides, qui sont pleines tous les soirs, sont vides toute la journée à côté d'une école qui, elle, est vide tous les soirs? Moi, j'ai un lecteur qui est devenu élu et il a abandonné un projet de maison des associations. Ils ont pris le budget. Ils l'ont mis dans l'école d'à côté avec dans le programme le fait de pouvoir partager les espaces communs de l'école pour que les associations puissent se réunir le soir. 2 en 1. Économie de matériaux, économie de temps. Travailler les temps, c'est essentiel, y compris sur le neuf, comme ici cette médiathèque, sur lequel c'était pas assez de faire une médiathèque ouverte 30 heures par semaine. Je doute pas que votre médiathèque soit ouverte plus de 30 heures par semaine. Enfin, vérifiez quand même. C'est pas courant que ce soit le cas. Celle-là, elle est ouverte 57 heures par semaine. C'est un effort de formation, c'est un effort d'organisation, c'est énorme. Évidemment, il passe aussi des films. Évidemment, il y a des accès à Internet, mais ils ont même mis les assistantes sociales de la CAF au fond de la médiathèque. Donc, vous êtes harcelé par les bouquins, on allait voir l'assistante sociale, c'était pas assez. Donc, il y a un bistrot. On peut boire une bière, et c'est sans doute le seul bistrot de France qui est financé par la Caisse d'allocation familiale. Le chantier du bâtiment, vous le connaissez, c'est au moins le métier de certains d'entre vous. Vous connaissez l'objectif de décarbonation d'ici 2050 du secteur du bâtiment. C'est notre slogan à tous, vous l'avez affiché au-dessus de votre bureau. C'est combien de pourcents là, la décarbonation du secteur du bâtiment d'ici 2050? Allez, un chiffre. Quel pourcentage de décarbonation du secteur du bâtiment d'ici 2050? On a 30 ans devant nous, un peu moins. Une idée? Allez, quelqu'un donne un chiffre quand même. Vous prenez pas de risque, j'ai jamais eu la bonne réponse. 30%. Je parle l'ensemble du secteur du bâtiment, pas le neuf, le neuf et l'existant. 85%. 85% sur l'ensemble. Qui dit mieux? 94%. On a encore 3 millions de chaudières fuel en France. On a un gouvernement qui se satisfait d'avoir 1 million de MaPrimeRénov', dont 85% sont des gestes simples. Aujourd'hui, c'est la définition d'une maladaptation selon le GIEC. C'est-à-dire c'est l'investissement que vous faites aujourd'hui qui va vous handicaper pour faire le vrai investissement global vous permettant d'arriver au niveau. L'objectif, il est très simple. C'est la réhabilitation globale de tous les bâtiments construits avant la RT 2012. Et pas pour atteindre une étiquette C ou D, pour atteindre du A ou B. C'est ça le chantier qui est face à nous. C'est juste le chantier de décarbonation. Pour que le bâtiment fasse sa part. On a fait beaucoup de progrès sur le neuf, on n'a pas commencé le chantier de réhabilitation. Ça veut dire que ce n'est pas une question thermique,
C'est pas une question technique, c'est des investissements massifs, c'est 50 à 100 000 euros par logement. Donc on ne fait pas ça juste pour les 10 prochaines années, on fait ça pour 30 ou 50 ans. Ça veut dire qu'on est sur une logique de seconde vie. Faut pas laisser faire ça aux vendeurs de police sirène. Il faut penser le fonctionnement global du bâtiment dans sa technique, mais aussi dans sa programmation, dans son architecture. Est-ce qu'on relance ? Est-ce qu'on investit dans cet équipement pour lui donner une seconde vie? C'est bien ça le chantier. Ça touche évidemment les bâtiments du quotidien. C'est aussi mobiliser des capacités d'extension, par exemple, de création de valeur sur le toit pour payer des réhabilitations globales. Et puis c'est aussi penser des bâtiments qu'on va construire aujourd'hui neufs, mais qui vont durer dans le temps. Puisque dans l'équation, c'est bien ça, c'est la question du temps et d'éviter de déconstruire. Et ça veut dire aussi que nécessairement, il faut qu'on inverse la charge de la preuve. Aujourd'hui, quand on a un bâtiment obsolète, on commence par le raser, après on réfléchit. Parce que c'est comme ça qu'on optimise l'équation économique, parce que c'est plus simple, parce que sinon ça coûte un bras, et puis les chantiers de réhab c'est compliqué, et puis on sait pas faire, et puis les artisans savent pas faire. Oui, mais on peut plus se permettre. Aujourd'hui, tout est patrimoine. Tout ce qui tient debout et peut avoir une seconde vie doit avoir une seconde vie. Ça veut pas dire qu'on va pas raser. C'est-à-dire que ça doit être la dernière des extrémités, qu'on doit avoir un diagnostic sincère et un regard sincère sur le potentiel de transformation des bâtiments existants. Pourquoi ? Parce qu'on a investi énormément de carbone dans les structures béton. Point. Aujourd'hui, vous faites le bilan d'une opération, et ça a été fait récemment sur un bâtiment des années 80, un bâtiment tertiaire. Vous imaginez, un grand immeuble de bureau, on chauffe les oiseaux. Quand on regarde sur les 40 prochaines années, 3 scénarios. Premier scénario, on fait rien. Et on regarde le bilan carbone. Deuxième scénario, on rase tout et on fait un bâtiment passif. Troisième scénario, on fait une réhabilitation lourde. On rentre dedans, mais on préserve la structure. Alors évidemment, vous connaissez la fin. Je vais vous dire que le bilan carbone le plus efficace, c'est évidemment la réhabilitation lourde, sur lequel on garde la structure. Donc tout ce qu'on a investi en carbone dans le béton armé, ciment, acier, c'est la base du truc. Mais on est venu isoler et donc on a un bâtiment qui est plus performant, même s'il est pas hyper optimisé parce que c'est de la réhab. Mais ce qui est surprenant, c'est que en fait, entre le scénario 1, on fait rien, et le scénario 2, on démolit, on fait du passif, c'est le scénario 1 qui est le plus rentable en termes d'émissions carbone. Aujourd'hui, l'enjeu carbone du bâtiment, c'est l'énergie grise qu'on fout dans les matériaux. Et d'autant plus qu'on fait l'hypothèse dans les mesures qu'on fait d'une durée de vie de 50 ans des bâtiments, qui est faux dans la plupart des cas. Ça veut dire que la vraie question, c'est comment on évite de faire du neuf. Et pour ça, il faut éviter de démolir ce qui est là. Faut pas tout garder. Faut tout traiter comme du patrimoine avec le même respect qu'on a pour du patrimoine historique. Nouveau chantier, l'espace urbain, évidemment les friches, friches industrielles, commerciales, mais aussi nos zones d'activité qui bien souvent ont de la place. Vous savez quelle est la première des surfaces dans les zones d'activité ? Le gazon. Le gazon. Alors ça crée de l'emploi, mais de l'emploi de jardinier si vous voulez. Donc on a une capacité à faire autrement, à faire vraiment autrement l'existant et puis les futurs. On peut densifier aussi dans le pavillonnaire, on peut densifier et faire des maisons à côté de maisons. Notre ennemi n'est pas la maison, notre ennemi n'est pas le lotissement. Notre ennemi, c'est le nouveau lotissement avec la maison neuve à 45 minutes de l'emploi qui va mettre un nouveau ménage en dépendance automobile avec un emprunt à 4% pendant 25 ans. C'est ça notre ennemi. Mais le lotissement qui est là, il y a de la place, il est sous-dense, on peut construire, on peut réhabiliter les maisons qui sont là. Il y a une capacité de densification absolument immense à partir du moment où on se donne les moyens de le faire, c'est-à-dire on emploie d'autres méthodes que celles qu'on a employées pour l'étalement urbain. Et ça tombe bien, il y a déjà des pionniers qui sont passés devant, on a déjà les retours d'expérience. Et puis, mieux densifier dans la ville dense. Aujourd'hui, on a trouvé la recette du pâté urbain, qui fait que tout le monde s'engueule à la fin, globalement. C'est le seul truc dont on est sûr dans les opérations de densification. À la fin, les voisins font la gueule, les nouveaux occupants font la gueule, l'architecte fait la gueule, le promoteur, lui aussi, fait la gueule, et puis le maire, j'en parle même pas. Il y en a qu'un qui fait pas la gueule dans l'affaire. Quand on a des opérations de densification dans la ville dense, dans la ville attractive, c'est qui ? C'est ? Qui ça ? Même pas. Même pas, parce qu'ils vont vous dire que c'est long, que c'est compliqué, qu'on a galéré avec le permis de construire et que vous comprenez les marges, c'est plus ce que c'était. C'est le nouvel habitant ? Non, parce que lui, il a des malfaçons sur son immeuble défiscalisé. C'est un Pinel. Et vu que tout le monde se barre, avant la fin de la décennale,
Mais oui, celui qui a vendu le terrain. Personne n'en parle. Mais je suis désolé, les politiques du logement sans politique foncière, c'est de la décoration. Le vrai sujet, c'est le foncier. Aujourd'hui, si on veut travailler les sujets essentiels, que sont le logement abordable, que sont la production industrielle et artisanale, que sont le commerce de centre-ville, il va bien falloir qu'on constate collectivement que la gestion par le marché est défaillante depuis une vingtaine d'années. Ça fait 20 ans que je fais des colloques sur le logement abordable. 20 ans qu'on se dit, oui, le terrain est trop cher quand même. Alors oui, il y a plein d'autres problèmes, mais fondamentalement, c'est le problème. Donc on a bien des enjeux là-dessus de commun. Considérer qu'on a un certain nombre d'emprises foncières qui doivent sortir de la gestion par le marché. C'est ce qu'a fait, par exemple, Annemasse. Vous savez, Annemasse, on est en périphérie de Genève, merci. On est à 23 minutes de Genève en train. Toutes les zones d'activité sont en train de se transformer en décathlon ou en casino, si vous voulez. C'est en train de se transformer en zone commerciale parce que les PME ne peuvent pas payer le foncier et puis Décathlon fait un gros chèque, allez, on se barre et puis hop. Et en fait, les élus locaux constatent que non seulement on a du mal à se trouver un logement à Annemasse quand on n'est pas payé en francs suisses, mais qu'en plus, on a, au-delà d'une gentrification, on a une forme de spécialisation de l'économie sur une économie résidentielle. Annemasse devient complètement une région dortoir finalement de Genève. Il y a une vingtaine d'années, il y a eu un frein qui a été fait par les Suisses sur le travail frontalier. Il y a eu un moins 10% sur les emplois frontaliers qui étaient autorisés. Et la région l'a connu. Il y a une mémoire de crise. Alors, pour éviter ça, ils ont décidé d'arrêter cette gentrification fonctionnelle qui fait que, globalement, tous les métiers du secondaire, les métiers artisanaux, disparaissent. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont copié la solution qui est mise en œuvre depuis les années 60 à Genève. Parce qu'à Genève, il y a des sièges de banque, mais il y a aussi des camions d'épuration qui viennent vider les fosses septiques. Il faut faire tourner la ville, si vous voulez. Il y a des trucs crades, et pour autant, dans une ville qui... Et donc, ils ont figé 3% du territoire qui sert à l'activité industrielle. 3% du territoire qui sont gérés par un aménageur, qui en plus est propriétaire de la plupart des terrains. Le seul moyen de conserver une vue à temps long sur l'usage d'un terrain, c'est d'en conserver la propriété. Alors, il y a Annemasse qui a délibéré, il y a l'agglo d'Annemasse qui a délibéré, il y a les 3 agglos autour d'Annemasse qui ont délibéré. Il n'y aura plus de vente de foncier économique dans la région. Il n'y a plus de terrain à destination des entreprises. Dans l'ensemble des zones d'activité économique, dans l'ensemble des friches qui sont résorbées par les opérateurs publics, le sol reste propriété d'un opérateur parapublic qui est une foncière. De façon à conserver finalement la mainmise et éviter la spéculation et avancer. On fait ça depuis des décennies dans les ports. C'est du domaine public, donc on ne vend pas le terrain et pour autant, on a des très beaux objets industriels, des entreprises qui investissent massivement dans des terrains qui ne sont pas les leurs. Il n'y a aucune subtilité juridique, il y a juste simplement l'envie à un moment ou pas de changer le système ou simplement de dire « Ah ouais, on a un problème avec le foncier ». Si on a un problème avec le foncier, il va bien falloir avoir des politiques foncières et retrouver finalement un mode d'action publique. Et puis, le dernier des chantiers, c'est celui des territoires. Alors, vous connaissez, vous savez comment on gère les territoires, on planifie. On planifie le futur, c'est-à-dire on fait des scénarios. On se choisit un scénario de futur parce que, voilà, en général, c'est ce qu'on appelle le scénario volontariste. Donc, c'est celui qui permet de gérer la croissance, de faire revenir la croissance, de faire venir des Parisiens, ça dépend, de rouvrir les commerces de centre-ville, de faire revenir l'être aimé. Enfin voilà, on fait un super scénario parce qu'on croit qu'on peut encore choisir un avenir. Mais on peut plus se permettre de choisir un futur. Aujourd'hui, la planification urbaine, c'est une organisation de la croissance, qu'elle soit réelle ou rêvée. On peut plus se permettre. Aujourd'hui, le premier enjeu, ce devrait être sur les fragilités du territoire. Regardez d'abord nos vulnérabilités. Avec comme première vulnérabilité, non pas le climat, mais la dépendance automobile, puisqu'on n'a toujours pas la bagnole qui pourra réellement décarboner nos mobilités du quotidien. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, de l'hydrogène vert même si vous voulez. C'est un gaz hallucinogène, vous savez. Ça marche pas en fait, on ne sait pas décarboner la mobilité automobile. Je vous parle de Genève, moi je suis au conseil scientifique du Grand Genève qui fait la planification du Grand Genève. Ils ont fait les modélisations, je peux vous dire qu'ils ont les moyens d'avoir des bureaux d'études qui travaillent sur la mobilité, sur l'écologie, sur tout ce que vous voulez. Et donc ils ont modélisé la décarbonation de la mobilité du quotidien. Pas à 100%, à 95%, il ne faut pas pousser.
avec quelques hypothèses. Un, il n'y a que des bagnoles électriques en 2050. Donc tout le monde pourra se payer une bagnole électrique, ce qui n'est pas complètement impossible là-bas, hein, vu le nombre de Mercedes. Deux, on a l'électricité qui va bien. On a assez d'énergie pour alimenter ces véhicules. 3, on a assez de matière pour construire ces véhicules. Ça fait beaucoup d'hypothèses. 4, cette énergie, cette électricité, elle est verte à 100%. C'est loin d'être le cas aujourd'hui en Suisse. Ça fait quelques hypothèses, mais allez, soyons optimistes un peu, merde. Eh bien, ils font l'équation parce qu'il y a quand même un résiduel carbone. Il faut bien la construire, la voiture. Et donc, si on applique ce résiduel carbone sur la mobilité, on arrive à une réduction du nombre de kilomètres parcourus sur l'agglo de Genève, un grand Genève transfrontalier de 80%. 80%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a dans une salle, dans le cadre de la planification urbaine, un groupe de travail sur l'élargissement de l'autoroute, et dans une autre salle, on a un autre groupe de réflexion sur qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre des autoroutes en 2050 quand on n'aura plus de voitures à faire rouler dessus. On est planté. Ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a une urgence à sortir de cette fragilité. La première des urgences, c'est d'éviter de mettre de nouveaux ménages dans cette future précarité. Et puis, apprendre à gérer les risques, c'est pas que les anticiper, c'est préparer l'après. Aujourd'hui, on encaisse les risques et on a une difficulté crasse à faire autre chose. La résilience, c'est se préparer à ce qui peut advenir, et quand le risque advient, avoir déjà les plans prêts, avoir déjà eu les discussions, avoir déjà discuté avec les citoyens, entre élus, etc., de façon à accélérer la transformation. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le temps de réfléchir. On est dans l'urgence et qu'est-ce qu'on fait? On reconstruit l'existant. C'est la dernière des choses à faire. Si on veut apprendre à ne pas gâcher une crise, il faut s'y préparer réellement et préparer la suite. Mais encore faut-il arriver à s'y mettre, à faire tout ça, à travailler sur ces 6 chantiers. Et prendre conscience d'une chose absolument fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, tous nos territoires et toutes nos organisations qui font la ville sont des stations sport d'hiver de moyenne montagne. Alors, c'est pas une blague. En fait, on a tous notre or blanc. Alors, pour certains, c'est le foncier agricole, qui permet de faire la ville de façon infinie. Pour d'autres, c'est le béton pas cher. Pour d'autres, c'est les émissions carbone qu'on ne regarde pas. Pour d'autres, c'est, je sais pas, les taux d'intérêt bas. Chacun a son or blanc. Et on s'est tous persuadés que c'était des neiges éternelles. Et là, on constate tous que, non, ça va s'arrêter. Mais on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Et donc là, aujourd'hui, la question, c'est, est-ce qu'on rachète une paire de canons à neige? Ou est-ce qu'on commence vraiment à penser à la suite? C'est ça la redirection. C'est changer de matière grise. Oui, on va couler moins de béton. Mais si on sort de la ville simple et qu'on va faire la ville compliquée, la ville sur la ville, si on travaille sur l'existant, etc., ça va nécessiter énormément de créativité. Ça va nécessiter de mobiliser des femmes et des hommes pour faire, que ce soit dans les bureaux d'études, pour les architectes, mais aussi les financiers, les avocats, mais aussi sur les chantiers. C'est énormément de métiers et de nouveaux métiers. Moi, je ne suis pas du tout inquiet pour les gens qui font. On a besoin de bras, on a besoin de cerveau. Je suis plus inquiet pour les organisations, mais c'est pas grave. Une entreprise, une organisation, ça vit et ça meurt. Préoccupons-nous plutôt des femmes et des hommes qui les composent. Il va falloir retravailler sur les futurs, arrêter d'avoir l'illusion qu'on peut se choisir un futur. Mais retrouver une forme de prospective qui nous permet de voir loin, de façon à naviguer finalement et à prendre des décisions aujourd'hui qui sont aussi des décisions de changement. Nous, aujourd'hui, on organise des voyages d'acclimatation, on appelle ça. On emmène des gens dans leur futur. Jamais un seul, toujours plusieurs, parce qu'on ne peut pas choisir. Et puis ils reviennent avec une vision depuis après-demain, depuis 2050. Parce que c'est plus facile de regarder demain depuis après-demain que depuis aujourd'hui. Depuis aujourd'hui, ça a l'air d'être tellement difficile, tous ces changements. Et puis on s'engage sur des choix, des décisions. C'est le triple A de la redirection. Et il y en a qu'on fait très bien, adapter, changer les pratiques. Je veux dire, dans les métiers de la ville, par exemple sur les réglementations thermiques, les chantiers n'ont plus du tout la même tête depuis 20 ans. C'est fabuleux quand même les changements de pratiques qu'on a eus sur nos chantiers en 20 ans. C'est hallucinant qu'on ait réussi à former, à faire évoluer les technologies, les mises en œuvre, etc. Évidemment, ce n'est pas parfait, mais regardez quand même le chemin parcouru. Le deuxième DA, c'est adopter, c'est les nouvelles pratiques. C'est ce qu'on ne fait pas aujourd'hui et qu'on aimerait faire demain. C'est les plans d'action. Vous savez, c'est les séminaires du vendredi. C'est les post-it qu'on colle sur les murs. C'est les consultants qu'on paye pour mettre en œuvre, pour élaborer ces plans d'action. J'en fais partie, c'est important de payer les consultants. Sans doute une partie importante du PIB de la France qui est dépensée comme ça pour faire des plans d'action. Mais ça, c'est le vendredi. Et le lundi, c'est le quotidien.
On n'a pas le temps, on n'a pas les budgets, on n'a pas le temps de cerveau disponible pour faire. Parce qu'on oublie le troisième DA. C'est les abandons. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous pour faire de la place? Donc il y a 2 questions pour vous. C'est quoi votre or blanc? Et par quel abandon vous allez commencer? Parce que l'abandon, c'est pas pour se faire plaisir. C'est pas le romantisme de l'abandon ou de la fin du projet. Même un projet inutile. L'abandon, c'est un moyen de faire. L'abandon, c'est un moyen d'accélérer. Et ça commence par là. Nous, on fait ça, on fait des grandes réunions, des séminaires, on colle des post-it, on fait des plans d'action. À un moment, on dit stop! Tout ça, c'est sympa, mais on arrête la récré. Maintenant, vous allez vraiment bosser, vous allez nous dire ce que vous arrêtez. Qu'est-ce que vous arrêtez pour faire tout ça? Et après, on reviendra au plan d'action, mais quand on sera sérieux vraiment. Parce que ceci n'est pas une crise. Ceci n'est pas une crise. Aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est la crise de l'immobilier, c'est la crise du logement, etc. Crise du logement qu'on résume beaucoup à crise de la production neuve. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Qui a des impacts sociaux énormes, etc. On est tout à fait clair. C'est pas tout à fait neuf. Ça fait quand même assez longtemps qu'on en parle. Là, ça touche un certain nombre d'acteurs qui ont la capacité de parler au ministre. Mais on a déjà vécu des crises dans la profession. 2008, il y a les années 90, elles sont plus ou moins longues, plus ou moins violentes, et on sait ouvrir la parenthèse parce qu'on sait qu'elle va se refermer. Mais c'est pas une crise, c'est pas l'ouverture d'une parenthèse, c'est la fin d'une parenthèse. On est en train de vivre la fin d'une parenthèse heureuse où la Fabrique de la Ville pouvait dépenser sans compter des émissions carbone, des hectares de terres agricoles, du béton, des matériaux. On n'avait pas de risque face à nous, tout était illimité. Et ça, c'est fini. C'est la fin de cette parenthèse heureuse-là. Maintenant, même l'argent a un prix. Même les taux d'intérêt sont remontés à un niveau normal. On est juste confronté au réel. On s'aperçoit qu'on vit sur Terre et que la Terre a ses limites et qu'elle nous impose ses limites. Ça veut dire qu'il ne faut pas la gâcher, cette crise, en se disant « Attendez, on va se mettre en mode cocon, on va virer 2-3 personnes, faire un plan de social déguisé et puis rallonger la durée de la concession d'aménagement, par exemple. » On sait faire tout ça, parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. C'est le moment de renouer avec l'esprit des constructeurs, des bâtisseurs de cathédrales. Vous savez, ceux qui bâtissaient pas ou réparaient pas les cathédrales en 5 ans, mais en un siècle. Et donc, ils commençaient des chantiers en sachant d'ailleurs qu'ils ne verraient pas la fin. Ou alors de l'homme qui plantait des arbres, cette histoire de Giono, je ne sais pas si vous la connaissez. Non? J'en ai des exemplaires, je l'ai réédité. Pub. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle est importante. C'est l'histoire d'un homme qui plante des arbres pendant des décennies, dans des steppes complètement désertiques des Basses-Alpes. C'est pas tout à fait situé, mais on sent que c'est plutôt autour d'Apt. Et il plante et il sème tous les jours des centaines d'arbres, et il arrive finalement à faire émerger des forêts, à faire revenir l'eau, à faire revenir la vie. Et tout le monde a oublié. C'est quelqu'un qui avait planté cette forêt qui a toujours été là. Parce qu'évidemment, on a besoin de les planter, ces arbres, pour garder l'eau, pour avoir des sols perméables, pour avoir du rafraîchissement. Et puis, on a besoin d'écrire cette histoire. C'est une histoire que Giono a écrite pour le Reader Digest. Il a fait croire au Reader Digest que le bonhomme qu'il avait interviewé existait, alors qu'il n'a jamais existé. Et donc, j'ai reproduit aussi la lettre où il s'excuse auprès du patron de l'ONF de l'époque, qui voulait absolument rencontrer ce gars qui avait créé des forêts. Et il lui dit « Non, moi, je dois vous avouer un truc, il n'a jamais existé, je l'ai inventé. » Et on a besoin d'inventer l'histoire de la métamorphose heureuse de nos villes. On a besoin d'avoir cette histoire réactualisée aujourd'hui. Mais surtout parce que cet homme-là, il a planté des arbres, pas pour lui, mais pour ceux d'après. Et que l'enjeu face auquel on est aujourd'hui, c'est que tous les décideurs, tous les élus sont associés à ce qu'on appelle la tragédie de l'horizon. Ils sont jugés sur un temps court. On les juge sur des temps courts, sur le temps d'un budget annuel, sur le temps d'un exercice municipal, etc., etc. Or, tous les enjeux nécessitent d'avoir des mouvements qui dépassent largement cet horizon. Merci à vous. Je vais me permettre une double page de pub, Réparons la ville, écrit avec Christine Lecomte. C'est plutôt un dialogue et plutôt une immersion là-dedans. Et le Manifeste pour un urbanisme circulaire, qui est le bouquin que j'ai écrit avant, mais qui est plutôt là sur l'histoire de comment la bagnole dessine la ville et en quoi il y a des alternatives. Et puis surtout, en janvier,
la sortie de Redirection urbaine, qui est déjà en précommande. Vous pouvez y aller. Donc, nouveau bouquin sur ces 6 chantiers-là, qui est un retour du terrain. Pour expliquer ce que j'ai très mal fait ce soir, que tout ça n'a rien de théorique, mais que c'est surtout et avant tout un retour du terrain. Ça fait plusieurs années que je documente finalement des femmes et des hommes, des projets qui vont déjà dans ce sens-là, des gens qui mènent déjà ces chantiers, ce qui prouve bien que c'est pas juste théorique, c'est déjà possible. La vraie question, c'est comment est-ce que ça occupe l'espace et ça devient de nouveau normal. Merci à vous. Il y a un micro. La question, c'est comment vous sentez-vous? Bonsoir. En fait, je pense que dans cette salle, on a beaucoup d'élus. Je suis Raphaël Ménard, je suis le directeur général des services de la communauté d'Aglo, donc Mauche Communauté, qui organise cet événement. Mais en fait, c'est des sujets dont on parle extrêmement régulièrement et dans nos vies même personnelles, on discute avec les collègues, avec les élus, parce qu'on est avant tout aussi des êtres humains qui vivons dans cet espace des Mauges, ou pas d'ailleurs pour certains ou certaines, et en fait c'est le comment. J'ai un élu l'autre jour en sortant d'une réunion qui m'a dit mais nous on y est un peu, on comprend, bon, mais ils sont dans la logique du vendredi au lundi, c'est-à-dire le vendredi, je pense que les élus qui sont là se disent faut y aller, et puis lundi ils vont aller sur leur commune et puis ils vont être confrontés à la réalité, c'est-à-dire de ce que la population, elle, est prête à entendre. Et en fait, moi, le sujet sur le foncier, moi, j'échange avec des proches qui spéculent sur leur petit foncier à eux, c'est-à-dire ce que vous expliquez, c'est leur petit patrimoine, en fait. C'est-à-dire qu'on va l'expliquer. Moi, je dis tout le temps, on n'y arrivera pas s'il n'y a pas de justice sociale, c'est-à-dire que si on commence à aller, toucher à ce qui constitue le petit patrimoine de ce que vous appelez finalement les gilets jaunes au sens très large, je sais pas comment on va y arriver. Et j'ai même peur, j'ai ma petite théorie, et d'ailleurs que pas qu'une théorie, parce que je pense que en 2027 il y a des élections, et je pense que le clivage va se faire là-dessus, et j'ai peur que la majorité, c'est peut-être pas la majorité silencieuse, mais la minorité qui est consciente de tout ça gagne pas, et qu'on ait plutôt deux camps qui s'affrontent. Et donc ma question, c'est plutôt, je pense qu'on est tous à peu près convaincus, sauf à ignorer vraiment cette réalité-là, mais c'est plutôt le comment. Embarquez, vous voyez, faites une conférence dans une commune déléguée des Mauges, avec au Longeron par exemple, qui est une commune très concernée en ce moment par la densification et les logements publics. Quand on voit le niveau d'appropriation, je juge même pas, mais d'appropriation de ces sujets-là de la population. Il y a un très bon article dans Ouest France Dimanche qui est la première page de Ouest France Dimanche, c'est les Français veulent continuer à avoir le pavillon. Vous voyez, moi j'ai vraiment une question, puis j'arrête là, sur le comment on y va, parce que je pense que les élus, globalement, ils ont une bonne volonté, ils sont conscients de tout ça, mais ils se heurtent quand même à des résistances terribles. Et voilà. Oui, bien sûr. Alors, j'ai jamais dit que ça se passerait souplement. D'ailleurs, il y a peu de chances que ça se passe tranquillement. Après, faut être très clair. Aujourd'hui, c'est pas avec l'accélération de la transition illustrée, par exemple, par notre ministre de l'Agriculture, par exemple, qu'on se prépare au futur. Aujourd'hui, rien n'est fait pour que ça se passe bien. C'est-à-dire qu'on recule pour mieux sauter, ou en tout cas, on recule. Donc, on va parler d'hydrogène vert, on va machin un truc, on fait tous les... Je rentre pas dans un champ politique, je constate juste que tous les mouvements qu'on fait sont des mouvements pour tout changer sans rien changer. On veut changer le carburant de la voiture, on veut pas changer la dépendance automobile. C'est l'exemple type. Et donc, on repousse le truc, c'est-à-dire on va s'apercevoir trop tard que tout ça marchait pas. J'ai diffusé là sur une newsletter un petit dessin où c'est un comité de direction et il y a un gars qui dit bon, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut plus dire qu'on sait pas. On peut plus faire semblant de pas savoir, on peut plus. Non, là, on est dedans. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on peut communiquer sur le fait que de toute façon, c'est trop tard pour changer. Super. Non, il faut que je laisse ça, si on n'a pas de pub. Plusieurs points par rapport à ce que vous dites.
Moi, je tourne beaucoup à plein d'endroits et plein d'endroits qui sont pas nécessairement, je veux dire aussi avancés. Le terme est pas le bon qu'ici, dans des cercles pas forcément bienveillants, etc. Moi, j'y vais. Je vais citer personne, ce serait désagréable, mais je veux dire, je fais des réunions vraiment partout. Ce que je constate, c'est que les plus réactifs, quand on est à huis clos, disent bah oui, t'as raison. Hein, donc mais ce que je constate aussi, c'est que on a vite entre techniciens et élus le sentiment d'être accord, et c'est faux. Il y a vraiment la nécessité. Et nous on a fait un jeu d'ailleurs qui devait être organisé aujourd'hui, qui est la fresque de la ville, pour ça, pour que les élus, les techniciens se parlent ensemble du comment on fait la ville. Et on s'aperçoit que même l'appréhension des processus qui font aujourd'hui nos villes et nos territoires est loin d'être homogène entre les élus. C'est pas du tout une critique, mais moi j'ai dû écrire un bouquin pour comprendre. Ouais. Donc ne pas négliger et faire vraiment attention à cette sensation qu'on a d'être dans cette salle éduqué, sachant, et on sait. En fait, le socle, souvent, il n'est pas aussi homogène que ça. Et quand le socle est hétérogène, ben, c'est une maison avec des fondations déséquilibrées. Et on n'arrive pas à avancer. Le deuxième point, c'est pas sous-estimer aussi la capacité des citoyens à voir. Moi, je vois systématiquement des élus qui sous-estiment l'appréhension des problèmes par les citoyens. Je vois systématiquement des directions de services, des directions de boîtes qui sous-estiment la compréhension par les troupes, par les équipes, des enjeux et des besoins de transformation. Il y a souvent, et de façon très répartie finalement, la peur de l'autre. Et quand on aborde les choses, y compris dans des boîtes, moi, sur lesquelles, des boîtes menacées, hein, sur lesquelles j'ai pu verbaliser des choses, ben, on a des équipes qui sont mis en demeure de changer parce que les trucs s'effondrent et qui disent ouf, enfin on en parle. Enfin la direction se bouge, enfin ça va commencer. Il y a eu un grand débat à Nantes sur la fabrique de la ville ces derniers mois. J'ai eu l'occasion d'y participer par des biais différents qui mobilisent à la fois des professionnels et des citoyens. Moi, je sors de ce temps-là avec une vision très partielle, mais quand même assez poussée, assez surpris. J'ai fait des réunions avec des professionnels de la profession dans un terrain qui n'est pas complètement en retard, Nantes. Hein, on a un taux de Grand Prix de l'urbanisme qui défie toute concurrence. Je veux dire, il y a une envie, il y a des techniques, des élus, des machins, de faire ça en tout cas. Alors plus ou moins bien, peu importe, mais j'ai été vraiment surpris par l'incapacité finalement des professionnels de la fabrique de la ville à formuler des solutions, à formuler les solutions qui sont mises en œuvre à côté. Et finalement, une forme de culture sur les problèmes, mais une inculture sur les solutions. Et par contre, sur la nécessité de changer de processus, de changer la façon dont on vit, de changer l'endroit où on vit. Le fait, par exemple, d'avoir une mobilité quand on est senior, d'avoir un parcours de vie qui va jusqu'au bout de la vie et qui fait que quand on arrive à la retraite, eh ben on va changer de logement pour trouver un plus petit logement. Les citoyens ont répondu massivement très bien, une conscience des enjeux et une volonté de changer. Je pense qu'on sous-estime aujourd'hui la capacité des citoyens à avancer. Pourquoi ? Parce que les seuls débats qu'on a, c'est les débats sur lesquels on met en œuvre cette fameuse recette du pâté urbain. On commence par faire peur et on va avoir que les emmerdeurs et leurs avocats qui sont là. Et on a mis, de façon légitime, les gens dans une posture qui est une posture extrêmement délicate et dangereuse. Et finalement, la posture défensive est légitime. Parce qu'ils savent pas ce qui va se passer et parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé à côté. Et globalement, on a plutôt fait de la merde ces dernières années. Donc on a quand même consacré les 10 dernières années à vacciner les Français, non pas contre le Covid, mais contre la densification. Par ailleurs, je pense que ce vrai débat de transition fondamentale, il doit avoir lieu là-dessus et pas sur la couleur de la façade. Il doit avoir lieu sur l'opportunité de faire ou de ne pas faire. Et ça, on a un mal de chien à ouvrir le débat parce qu'il y a déjà une offre, le promoteur a posé un permis, machin, un truc, c'est déjà fait. Alors, donc on ouvre le débat sur la hauteur du... Non. Et je pense que, légitimement, on doit avoir des débats locaux sur qu'est-ce qu'il faut faire, hein, est-ce qu'il faut construire ou pas à cet endroit-là, et en quoi ça vient servir le quartier. Au Québec, il y a des référendums de quartier. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Mais je trouve le processus intéressant parce qu'il a quelque chose d'intéressant. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre des droits à construire, et puis là, il y a des projets qui apparaissent, et là, tout le monde gueule. Mais on avait fait une concertation pour le PLU, là. Ouais, mais qui comprend un PLU ? 1000 pages. Le dernier à comprendre, c'est les archis. Je veux dire, c'est fait pour pas être compris. Et les débats sont absolument illisibles.
Au Québec, vous pouvez, quand vous êtes promoteur, vous pouvez demander une exemption au PLU, l'équivalent du PLU, faire 2 étages de plus, par exemple. Vous demandez un truc, et pour ça, il faut faire un référendum de quartier. C'est-à-dire qu'il faut que le quartier dise oui à votre projet, ou dise oui à un projet privé. Alors nécessairement, le projet privé, il s'adapte au quartier. Il ne regarde pas que sa parcelle et la maximisation de la rentabilité. Mais en plus, il y a un débat local qui est intéressant, qui est aussi biaisé, enfin, tout ça est loin d'être parfait. Mais en tout cas, la vraie question, c'est ça. En quoi est-ce que le projet de densification, il sert le quartier? Moi, je trouve que c'est une question légitime. Et dans bien des cas, on a vraiment fait des merdes qui n'avaient aucun regard pour le quartier et les riverains. Donc, voilà. Donc j'ai pas résolu l'équation démocratique, mais j'ai fait une proposition la semaine dernière. Je vous invite à vous inscrire sur la newsletter hebdomadaire qu'on fait sur Dixit.net, puisqu'on lance une campagne pour que la commune soit vraiment l'échelon démocratique, l'échelon de ce débat-là, avec un maire qui est à la tête vraiment de ces moments démocratiques, qui vient organiser le débat local. Et qui soit vraiment le relais de l'intercommunalité dont il faut, en 2026, qu'on élise au suffrage universel direct les exécutifs. Ça commence par là. Je pense que si on doit renouveler de la démocratie locale, ça commence par arrêter de prendre les Français pour des cons. Ils sont en capacité de désigner un président de la République, peut-être qu'ils peuvent aussi désigner un président de PCI, qui quand même fait 80% des compétences. Pour autant, là, si on en est là, si on fait rien, il se passera rien. Suivant. Vous allez porter ce truc-là Ouais. Ce qui est une façon de repositionner la commune, évidemment, dans le conflit de légitimité. Bon, allez, il est tard, c'est ça, mais vous avez promis un apéro, c'est ça, derrière, et tout le monde veut qu'on passe à l'apéro. Ah oui, non, ça, Non, c'est tout? Pas de réaction? Il peut y avoir des réactions de rejet et de... C'est étonnant, quand même. On a vu l'évolution que tu montrais tout à l'heure entre la place de la voiture en 1900 et quelques, là, où ça prend de la place en 1913. Qu'est-ce que tu observes comme évolution? Qu'est-ce que tu projettes comme évolution pour déconstruire ça, en fait, en termes de place de la voiture ou des nouveaux moyens de transport demain? Est-ce que on a eu des trottoirs? Est-ce que demain il faut des pistes cyclables? Qu'on ait encore le tramway, la place pour la voiture et la place que ça prend, tout ça? En fait, ça pose, la question que tu poses, elle est fondamentale et je l'ai peut-être pas assez dit. C'est à un moment arrêter de travailler sur les outils de mobilité, en fait. La question, c'est pas l'outil de mobilité. La question, c'est l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, par exemple, on lance les RER métropolitains. Donc c'est très bien, mais on va faire ça par des gestionnaires de tuyaux qui vont gérer des sillons, des machins, des trucs. On va encore penser l'infrastructure. Et c'est la ville qui va suivre l'infrastructure. Il faut que ce soit considéré comme des outils d'aménagement du territoire. Dans ce cadre-là, si on veut sortir d'une dépendance automobile, je vous refais pas tout le schéma, parce que et même si on avait un truc magique qu'on met dans les réservoirs, des voitures qu'on a déjà là, qui seraient pas polluants, etc. Quoi qu'il en soit, ça fait quand même 3000 morts par an sur les routes. Quoi qu'il en soit, on a des problèmes de pollution de l'air, même avec des véhicules électriques. Quoi qu'il en soit, ça prend de la place, etc., etc. Donc on a de toute façon un truc qui va pas avec l'objet même. En tout cas, tel qu'il est conçu aujourd'hui. Donc la vraie alternative à la voiture, c'est pas un nouveau truc magique, c'est la proximité. C'est la proximité. Alors, proximité du service, du commerce, de l'emploi, de l'école, ou proximité du moyen de transport mutualisé qui permet d'avancer. Donc là, on voit bien qu'on a des mobilités douces qu'il faut évidemment organiser. On est aujourd'hui sur une phase intermédiaire, qui est la phase de risque. C'est-à-dire qu'on a une montée des usages, notamment du vélo, grâce notamment à son électrification, mais qui n'est pas parallèle aux infrastructures dédiées au vélo. Donc on a une montée d'usage, mais les infrastructures sont derrière. Et le trou entre les deux, parce qu'au bout, on a les infrastructures et l'usage. C'est Amsterdam, si vous voulez. Donc là, tout se passe bien. Mais la phase intermédiaire, c'est une phase qu'il faut qu'on raccourcisse parce que c'est la phase de risque.
Hein, c'est la phase où on a des gens qui sont pas des grands sportifs et habitués et agiles pour faire du vélo, qui sont sur des infrastructures inadaptées, avec des poids lourds, avec des camions qui regardent pas, etc., etc. C'est pas le problème des camions, c'est juste qu'ils devraient pas être ensemble. Il y a aucune raison qu'on ait sur le même axe un bus, un poids lourd et un vélo. C'est complètement aberrant. Ça marche très bien quand il n'y a pas de vélo, en fait. On se fait plaisir, on met un petit logo vélo et puis on peut rajouter des kilomètres de pistes cyclables. Mais quand on veut vraiment faire des pistes cyclables, ça peut pas être ça. Donc ça veut dire qu'il faut avancer sur les infrastructures, mais surtout polariser le développement urbain. C'est-à-dire arrêter complètement. Et c'est à ça qu'on est en train d'aboutir à Genève. C'est-à-dire on est en train de dire à la Haute-Savoie, en fait, vous allez arrêter tout de suite l'étalement urbain. Parce que vous êtes en train de mettre en risque non seulement les gens, mais en plus le territoire. Hein, votre développement, il n'est pas soutenable. Donc arrêtez simplement d'avoir des gens qui habitent offshore dans des villages sur lesquels, de toute manière, même l'accès au commerce n'est pas possible sans la voiture. Hein, parce que c'est ça aussi beaucoup qui est là. Je finis et j'arrive. Là-dessus, arrêtez donc de rendre des gens dépendants et puis ensuite travailler sur les exceptions. La question sociale, elle est fondamentale. Aujourd'hui, si vous habitez sur un périurbain dépendant de la voiture, a priori, c'est que justement, vous n'êtes pas dans les classes sociales qui peuvent se payer une Tesla. Et vous êtes les premiers qu'on va venir emmerder avec une ZFE ou une taxe carbone. Je suis désolé, mais à un moment, on taxe la mobilité du quotidien de gens qui sont dépendants de la voiture parce qu'ils bossent dans une zone d'activité qui a jamais vu l'ombre d'un bus ou qu'ils habitent dans un lotissement qui est pas cher, qui leur a permis de faire un PTZ parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer une baraque dans le centre-ville. Et c'est les premiers qu'on va taxer, alors que le ministre, il peut aller faire un week-end à Ibiza avec 0 taxe. Il y a un moment, il faut qu'on voit le sens des priorités. Et c'est pas qu'une question de justice sociale, c'est considérer qu'on a des usages qui sont dépendants et des usages qui sont accessoires. Et commencer par arrêter l'accessoire avant de considérer ce qui est essentiel. Et donc, on a besoin de services sur la périphérie. On a besoin, et l'avenir, a priori, il est plutôt dans un mix entre le taxi collectif électrique, tendance Sénégal. On est 5 dans la bagnole avec un chauffeur ou sans chauffeur, peu importe, mais on se partage un véhicule qui est mutualisé, hein, mais donc pas une voiture individuelle, et des voitures individuelles qui ressemblent globalement à des voiturettes de golf. Moins de 500 kilos, léger, 100% électrique, faible encombrement, etc., pour celles et ceux qui ont besoin de ça pour la mobilité. Et après, tout le monde se rabat sur du transport collectif, un périmètre vélo, etc., etc. C'est pas complètement délirant, mais ça pose des questions de survie pour un certain nombre de territoires, parce que le jour où l'essence est vraiment chère, ils sont en danger de mort, très clairement. Donc c'est là où on aura des vraies solidarités à mettre en œuvre. Moi, je pense que le thermique doit exister, et il va durer, et je suis persuadé qu'il va durer, mais il doit être que pour ceux qui en ont vraiment besoin, hein, jusqu'au bout, et ceux qui sont notamment dans la périphérie, enfin dans le rural. On se dit là, du coup, il y a un enjeu d'emploi, du coup aussi qui est fort. Quel exemple tu as par rapport à ce que tu as déjà observé comme création d'emplois dans des zones très rurales qui marchent, quoi, du coup? Alors, c'est assez marrant parce que toujours on dit ouais, mais alors donc faut faire de l'emploi local, mais faut pas nier l'autre option, hein, qui est d'avoir des concentrations dans les zones d'emploi. C'est que les gens déménagent. Hein, si vous prenez les moyennes du nombre de déménagements, j'ai plus le chiffre en tête, mais j'avais calculé que en moyenne, les Français déménageaient une fois tous les 10 ans. En 10 ans, l'ensemble de la France a déménagé. En moyenne, hein, ce qui veut rien dire. Il y a des gens qui déménagent 3 fois pendant la période, etc., etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on commence à donner un cap aux Français, un cap vers la proximité, qui n'est pas la métropole, hein, qui peut être le village avec les commerces, qui peut être, etc. Il y a plein de gens qui ne sont pas dans un rapport à l'emploi. Je vous rappelle quand même que c'est en 2030 où on a un tiers de la population qui a plus de 60 ans. Alors vous me direz, 60 ans, on est loin d'être à la retraite de nos jours. Mais quand même, on n'est pas loin et on a moins besoin d'avoir une université sous la main, etc. Donc il y a plein de localisations de proximité qui sont pas que dans le rapport à l'emploi. Mais si on donne un cap vers la proximité, les gens vont faire des choix. Au même titre que quand l'État a fait un cap vers la périphérie, a dit aux Français d'acheter une maison, de construire un pavillon, d'acheter une voiture diesel, française si possible, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et là, aujourd'hui, ils gueulent parce que la maison est mal isolée, parce qu'ils sont dépendants du gaz qu'on leur a vendu. Mais ils ont raison, en fait. Hein, on change d'avis collectivement, mais il y en a pour lesquels c'est plus facile que pour d'autres. Donc, moi, je suis pas du tout certain qu'on va mettre de l'emploi partout.
même si on a besoin d'emplois agricoles, même si et on verra comment ça se passe, mais je pense qu'il y a des géographies qui vont nécessairement bouger à partir du moment où on a cet enjeu-là, de mobilité, quoi. Il y avait une dame. Non, mais j'aime bien faire un homme, une femme. Et... En fait, vous avez en partie répondu à ma question, qui était justement qu'est-ce qu'on fait avec l'existant. C'est-à-dire, voilà, il y a la périphérie qui est là, il y a des personnes qui habitent en périphérie, qui travaillent loin de leur travail. On est tous en milieu rural, on n'est pas tous à 3 km de notre travail. Donc effectivement, voilà. Mais vous y avez en partie répondu. En retravaillant des services, par contre, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Parce que vous avez dit, en même temps, on fait déménager les gens pour les rapprocher des emplois. Oui, mais en même temps, vous avez dit, l'existant, il faut qu'il soit habité aussi. Ouais. Donc voilà. Bon, faut que ça bouge, quoi. Faut que ça. Je sais pas. Enfin, j'ai pas la solution à tout, mais on le voit bien là-dessus que à partir du moment où on fait des choix collectifs d'aménagement du territoire et où on fait des choix individuels en fonction d'un truc qui paraît complètement évident, mais dont on a vu qu'il a moins d'un siècle, c'est-à-dire l'omniprésence de la voiture individuelle pour tout. C'est un truc particulier quand même. C'est toutes nos mobilités sont associées à la voiture, associées à un véhicule qu'on possède, qui permet de tout faire. Donc c'est le couteau suisse. Moi, mon grand-père, il était artisan, électricien, il disait si ça fait tout mal. Il a raison. Et c'est vrai, et nous en campagne, c'est un véhicule par personne, de toute façon, quoi qu'il arrive. Oui, donc ça veut dire qu'on n'a pas de partage, ça veut dire que 95% du temps, le véhicule, il est à l'arrêt, c'est ça. Quand vous l'avez acheté d'occasion 10 000 balles, c'est un truc. Vous le traînez, machin, et pourquoi pas, on peut les multiplier. Quand c'est 40 000 balles, parce que c'est un truc électrique, et en plus avec un autre problème, c'est qu'aujourd'hui les véhicules électriques, ils vieillissent très bien. En fait, on est sur des courbes complètement différentes. Un véhicule thermique, plus vous l'utilisez, plus il émet en termes de CO2. Ça veut dire qu'on n'a pas réellement de logique d'amortissement. En fait, si vous l'utilisez peu, il émet peu, donc c'est pas grave. La voiture électrique, c'est absolument pas ça. Ça émet à la construction. Donc ça veut dire qu'on est sur une question d'amortissement de l'objet. C'est un objet qui a 10 fois moins de pièces mobiles. C'est beaucoup plus simple. Il y a des Tesla qui sont en location. Pourtant, elles sont plutôt mal conçues. Enfin, c'est plutôt considéré comme de la mauvaise mécanique. Entre Los Angeles et San Francisco, donc des Tesla qui sont sur l'autoroute toute la journée en loc, elles arrivent à 600 000 km. Ça veut dire que non seulement c'est des véhicules qui vieillissent très bien, enfin qui peuvent durer longtemps, mais en plus, si on veut les amortir, faut les faire rouler. Donc ça n'a de sens qu'à partir du moment où c'est partagé. Donc on va retrouver la bagnole au milieu du village, mais qui est partagée à plusieurs, etc. Qui va gérer ça? C'est vous? En fait, c'est l'agglo qui va... Vous voyez venir le problème. Juste, en fait, ce que vous dites dans tout ça, c'est il faut du lien, la collaboration, de la discussion, poser les problèmes sur la table et s'en sortir tous ensemble, en prenant les bonnes décisions. C'est ça? Honnêtement, c'est très joli ce que vous dites. Moi, j'y crois pas du tout. Pourtant, j'y crois. Ouais, moi, je suis aussi inquiet pour les élections de 2026 que celles de 2027. Et je suis inquiet entre les élections. Je pense qu'aujourd'hui, on a un ras-le-bol qui est pas qu'un ras-le-bol de gilets jaunes, que je pense ça comme symbole, qui est un ras-le-bol des jeunes, qui est un ras-le-bol de plein de gens, parce que aussi notamment, ça bouge pas assez vite. Parce que la prise de conscience, elle est aussi là, et les trucs bougent pas assez vite. Donc ça va vraiment flancher. Et c'est peut-être nécessaire en fait. Voilà. On peut par contre, je pense à l'échelle du local, réinventer des processus, et notamment réinventer des processus de dialogue. Moi, c'est pour ça que dans ma fameuse réforme de la semaine dernière, le maire est réinstauré comme étant l'animateur du débat, de la place du village. Il légitime la discussion. Et peut-être qu'il décide moins, il est peut-être moins presse-bouton. Mais quand il est là, on discute. Quand il est là, on s'écoute. Quand il est là, on est obligé de bien poser le problème. Et il vient légitimer un processus de discussion qui fait qu'après, on aboutit. Regardez, on s'est quand même tapé une pandémie mondiale. Moi, je travaille un peu dans les ministères, là, et puis juste après la fin du confinement, j'ai une réunion dans une salle de réunion à côté du Premier ministre. C'est une salle de réunion mutualisée.
interministériel. C'est un truc fascinant. Pour réserver la salle de réunion, c'est un truc sans fin. Vu que c'est interministériel, on ne sait pas qui réserve, machin, truc. Mais quand les gens arrivent en bas au niveau de la sécurité, en fait, ils n'arrivent pas à monter parce que ils sont jamais au bon guichet. Et puis après, ils montent à l'étage, mais il y a un espèce de plan qui est tellement alambiqué qu'en fait, on trouve pas la salle de réunion. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement rassurant. Je me suis dit que, en fait, si on avait réussi à sortir de la pandémie, c'était sans doute pas grâce à l'État central. Est-ce qu'il y a possibilité des gens de sortir aussi des villes? On l'a vu avec la pandémie, les gens ont voulu quitter leurs 20 ou 30 mètres carrés dans les villes parce qu'il y avait un bien-être mental qui était compliqué à gérer dans cette ville. Et si on veut densifier ces zones périurbaines, on va rajouter, on va peut-être réduire les jardins, réduire l'espace libre. Les gens, comme exemple, pour partir, ils veulent sortir à ces villes, vivre à la campagne, ok, la voiture, c'est on se dit, la voiture, mais on a un bien-être aussi en pleine nature. C'est même un contrat social. On vous a vendu un crédit, mais vous devez être propriétaire et vous avez fait ce qu'on vous demande. Enfin, je veux dire, c'est le contrat social là-dessus qui est extrêmement important. C'est ce qui fait, je vous disais, milieu des années 80, le début de la périurbanisation. C'est le début des émeutes dans les Minguettes, aux Minguettes. Il y a un parallèle à faire. C'est-à-dire qu'on a une génération qui est sortie des bidonvilles urbains de l'après-guerre, qui est rentrée dans le logement social, dans les tours et des bars, qui a connu la première salle de bain grâce au logement social. Moi, c'est le cas de ma famille. Hein, et dans les années 80, ils ont eu un processus d'achat qui leur a permis de construire une maison dans une périphérie plus ou moins proche en fonction des moyens, mais ils sont rentrés dans un processus d'acquisition avec un crédit, etc. Ils sont sortis du logement social. C'est le white flight à la française. Les Blancs quittent les quartiers. Et on a une concentration de la misère dans les quartiers. C'est-à-dire que, et on est encore, et moi je fais des enquêtes sociales dans les quartiers, il y a encore une partie importante de la population dont l'objectif est ça, et être sur un processus de vie normal. En passer par une acquisition, parce qu'aujourd'hui c'est le seul moyen pour capitaliser pour les classes moyennes. Voilà. Donc financièrement c'est important, avec un compromis qui est de dire mètre carré, jardin versus contre kilomètres de bagnole, et puis voilà, on fait le truc. Et là on vient vous dire, alors vous d'autres, hein, oh, c'est pas bien. En plus vous êtes en voiture diesel à tous les coups. Voilà. Il y a 5 ans, vous étiez dans le scénario normal, idéal, quoi. Enfin, il y a un moment, c'est un contrat social qu'on vient rompre. Il y a un vrai souci avec ça. Il y a un vrai problème. Dans 30 mètres carrés, ouais. Parce que j'aime ma nature, j'aime mon environnement, même si je prends la voiture toujours pour aller bosser, quoi. Mais très bien, sauf si la voiture vous coûte un bras et vous pouvez pas. Et en fait, il y a un moment, il faut qu'on admette qu'on a envie, mais on peut pas. Voilà. Moi, mon père, il me dit, ouais, tu fais chier avec tes histoires de sous-occupation. Nous, on est 2, on a 200 mètres carrés, mais on est bien. Ouais, ben, je suis désolé. C'est du carbone, c'est des mètres carrés. Il y a une famille nombreuse qui pourrait vivre dans ta baraque et toi, tu pourrais aller peut-être au centre-ville dans un plus petit appartement, avoir quand même des chambres en plus, des machins, des trucs, mais tu serais plus proche des commerces. Au moins, tu sortirais plus et ce serait peut-être mieux. Ça veut dire qu'on peut renoncer au fait d'avoir à la fois la piscine et le trampoline dans le jardin. Hein, peut-être qu'on peut démonter l'un ou l'autre, ou voilà, de façon à avoir un terrain un peu plus petit. Hein, et on s'aperçoit qu'en fait, la taille des terrains est pas déterminée dans le rural par la volonté des uns et des autres d'avoir un grand terrain. C'est une espèce d'attendu du marché qui fait que nous c'est 500 mètres carrés. À nous, c'est plutôt 250 mètres carrés maintenant. À nous, en dessous de 1000 mètres carrés, les gens achètent pas. Ouais, mais on leur propose rien d'autre non plus, quoi. Donc, voilà. Après, attention, ne surestimez pas l'effet départ à la campagne, exode urbain. Hein. On en a beaucoup parlé, il n'a pas eu lieu. Bien sûr, mais il y a plein de gens aussi qui vivent assez mal le fait d'avoir non pas le bruit des voisins du dessus, mais les odeurs du barbecue d'à côté. Vous voyez, on a des questions. Et puis, il y a dans le périurbain aussi la recherche de pairs. Hein, on est plutôt dans des formes d'homogénéité sociale, c'est pas une critique.
Mais c'est un processus aussi de mise en sécurité dans une période un peu tendue, qui est pas illégitime. Donc il y a plein de processus, plein d'envies. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut distinguer, si vous voulez, les résultats des sondages sur la maison individuelle initiés par le syndicat des constructeurs de maisons individuelles de la réalité sociale. Ou des grands slogans sur l'exode urbain, qu'on a eu dans la presse. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient, on attend les chiffres. Quand on a eu les chiffres, on a vu qu'il n'y avait pas d'exode rural. Il n'y avait pas d'exode urbain, pardon. Il n'y a pas un départ massif, il n'y a pas d'exode au sens massif des villes, des métropoles. Il y a peut-être toujours une envie, mais il y a toujours une envie de nature. Ceux qui sont barrés, c'est plutôt les riches qui sont allés dans les résidences secondaires. Ce qui n'est pas tout à fait le même processus que celui dont vous me parlez, si vous voulez. Mais on a des phénomènes marginaux qui sont plutôt inquiétants. C'est-à-dire qu'on a une accélération, quand on regarde sur le post-pandémie, on a une accélération du départ des villes des retraités. Ceux qui ont le plus déménagé, c'est finalement les retraités qui ont acté le fait qu'ils partaient sur la côte. Et donc là, on a une stérilisation du marché immobilier sur la côte entre Airbnb d'un côté et des retraités de l'autre. Il n'y a plus personne pour bosser. On peut plus. Moi, j'ai des hôpitaux qui n'arrivent pas à loger les médecins. On parle plus des infirmières depuis longtemps, si vous voulez. Il y a ça comme phénomène, et il y a un deuxième phénomène qui est inquiétant, qui est le périurbain hyper distant, c'est-à-dire j'habite à 1h30 du travail, parce que grâce au télétravail, j'y vais que 3 jours par semaine. Et donc je vais acheter un terrain à 35 000 € au fin fond de l'Oise, avec des cycles aussi de surendettement et d'hyperdépendance à la voiture qui sont assez inquiétants. Mais c'est plutôt des phénomènes marginaux, quoi. Vous faites 1h30, c'est ça, pour aller au boulot ? Non, je sais pas. En fait, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je suis pas complètement d'accord avec votre analyse sur le développement urbain du siècle dernier et du nouveau siècle. Faut pas oublier que grâce, je suis désolée de le dire, mais grâce aux écoles bétonnées d'après-guerre, on a pu faire entrer des enfants à l'école, leur faire accès à l'éducation, la progression sociale qui a permis quand même à des enfants de familles moins bien aisées à évoluer. En tout cas, je trouve que c'est une richesse. Je dis pas le contraire. Oui. Oui, mais il faut pas oublier de le dire, parce que c'est important. Et les parents ont pu acheter une maison, un rêve individuel, etc., un épanouissement. Après, c'est vrai qu'on arrive au bout du bout. Ça, entièrement d'accord. C'est vrai que ce nouveau siècle, il est indéniable. Il faut qu'on change nos façons de faire. L'urbanisme, sur l'urbanisme, on le sait qu'il faut le faire depuis très longtemps. Vous l'avez très bien dit, ça fait 20 ans qu'on nous le dit, et que les lois se font et qu'on n'y arrive pas. Pour autant, quand on est en zone rurale, je trouve qu'on se focalise un petit peu sur le déplacement des personnes individuelles, alors que la plus grosse pollution, elle est essentiellement le transport de marchandises. Et je trouve qu'on passe à côté du gros problème, qui est quand même un problème assez fondamental. Et je trouve que, on le sait même, je trouve que dans les discussions qu'on a parfois avec les élus, on le sait que la voie ferrée est une solution intéressante, incontournable, qui, je pense, à mon avis, dans 20 ans, sera même la seule solution, parce que on sait très bien que on pourra plus mettre du pétrole comme on le faisait avant dans nos voitures. Pour autant, on va pas déplacer toutes. Je crois que sur les Mauges, on a l'intention de garder nos entreprises sur le territoire. On essaie, en tout cas, de les garder sur le territoire. Si on développe pas ce genre de propositions, est-ce que vraiment nos entreprises risquent de retourner là où il y a de la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre, on n'arrive plus à l'attirer. La main-d'œuvre, elle aura plus les moyens de mettre de l'essence dans sa voiture. On n'aura pas forcément. Alors, si, on aura quand même du logement, puisque le papy boom est propriétaire et qu'à un moment donné, il vendra son bien. Donc, on aura du logement. Ses enfants vendront son bien, mais oui. Oui, pas forcément. Non, on voit de phénomènes. Nous, on le voit en tout cas sur Mauges Communauté, les gens de 60 ans qui partent du territoire. On les tient pas sur le territoire. Ils vont pas tous sur la côte parce que dans les Mauges, ils ont pas tous une résidence secondaire dans les Mauges, mais ils vont vers les services publics, notamment la santé, etc. Donc, on a vraiment cette problématique. Est-ce que vous croyez que, puisque vous parlez dans des hautes sphères,
Dans les Ça veut pas dire qu'on m'écoute. Hein. Ah oui, mais c'est important quand même. C'est important. Est-ce que vous croyez à un moment donné que l'État va prendre conscience que d'investir sur les territoires ruraux, c'est une richesse, puisque la campagne française, c'est une richesse. Est-ce que on va vers des métropoles de plus en plus densifiées, concentrées? Vous citez souvent le Canada. Les villes canadiennes sont vraiment monumentales. Assez époustouflante, mais est-ce que c'est vraiment ce modèle-là que on veut en France et pas garder un peu aussi la richesse de nos villages, qui sont aussi une richesse humaine qu'on a tendance parfois à oublier? Je pense qu'on pense rien là-haut, hein, donc non, c'est voilà, j'ai pas de, non mais il n'y a pas de pensée territoriale. Non mais on n'a pas vu l'ombre d'une trace d'une pensée territoriale. Voilà, donc il y a là-dessus, il n'y a pas à attendre grand-chose. Moi, je crois pas du tout, si vous voulez, au conflit entre rural et la métropole. Je pense que ça entretient pour le coup les débats, c'est vachement bien. Je crois pas non plus que vous soyez vraiment un territoire rural, si vous voulez. Hein, vous êtes avant tout un territoire exceptionnel dans son fonctionnement, dans son organisation, etc., dans lequel il y a un mode de vie qui est un mode de vie urbain. Hein, quand on parle de ruralité, c'est une dépendance au mode de vie agricole, et on parle de rural isolé, si vous voulez. Et donc ça veut dire que vous êtes dans un territoire qui est éminemment en dialogue avec les métropoles qu'il y a autour. C'est un territoire du lien. Hein, vous travaillez à votre échelle, vous travaillez avec d'autres. Hein, et c'est non, mais peut-être pas politiquement, mais les gens vivent. Et quand on regarde le domicile-travail, quand on regarde l'appui sur les services publics, quand on regarde la vie du quotidien, les gens ne respectent pas les périmètres administratifs, et tant mieux. Après, vous posez une vraie question. C'est un moment, c'est un peu le chat qui se mord la queue. C'est au même titre que les entreprises se posent des questions de localisation et de croissance, ils vont chercher les emplois en sortant de territoire et vont essaimer avec d'autres installations. On connaît ça ici, on connaît ça ailleurs. Est-ce que cette course à la croissance qui fait que on a besoin des logements parce qu'on veut plus d'entreprises, on veut plus d'entreprises parce qu'on a besoin des logements, etc., etc. On peut pas se dire aussi que finalement, si on a un taux de chômage qui est un des plus faibles de France, si on a des entreprises qui vivent bien, l'objectif, c'est pas surtout que ce qui se passe ici se passe bien. Au-delà d'en rajouter une nouvelle couche. Est-ce qu'on peut pas à un moment se dire que peut-être que ça suffit? Parce que cet effet de métropolisation dont vous parlez, qui vient siphonner les territoires ruraux, ce qui est faux, hein, qui est absolument pas mesuré, identifié. Il y a au contraire des niveaux de dialogue et de communication qui sont extrêmement denses, notamment sur les flux financiers, hein, qui sont extrêmement importants. Vous l'avez aussi. La réussite industrielle, la réussite économique du territoire vient siphonner d'autres territoires. Si elle a lieu ici, c'est qu'elle n'a pas lieu ailleurs. Hein, on connaît aussi en Vendée des formes de concentration qui posent plein de questions, etc. etc. Ben, peut-être que si on réfléchit à des échelles un peu plus larges, un peu plus dans la coopération, ben, on s'aperçoit qu'on peut modérer d'un côté, avancer de l'autre, etc., etc. Moi, je ne crois pas aux grands équilibres, je crois simplement au fait qu'on peut arriver, non pas avec un grand schéma, mais avec une discussion à une échelle territoriale, dans le dialogue, à penser des formes d'avenir qui soient des formes de coopération. C'est bien le fait de tisser des liens à des échelles à 100, 200 bornes qui vont nous permettre aussi d'avancer. Mais pour ça, il va falloir que chacun baisse les armes. Hein, qu'on n'ait pas des territoires qui vivent l'urbain ou qui sont des territoires périurbains, qu'ils arrêtent de revendiquer le ruralisme qui n'est plus là. Qu'on n'ait pas des métropoles qui revendiquent une forme de différenciation et qui parlent plus aux bouseux, pour lequel ils vivent pour autant. Hein, je veux dire, aujourd'hui, la métropole de Nantes, c'est 24 communes. Mais la métropole réelle, c'est plus d'une centaine de communes. Hein, quand est-ce qu'on fait ce lien-là? Quand est-ce que Angers parle vraiment avec Nantes? Quand est-ce qu'on avance, etc. Après, il y a des grands sujets. Vous parlez transport marchandises, le rail, etc., etc. Ça, c'est pas des trucs qui sont à notre portée. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Ça fait 20 ans que le transport ferroviaire s'effondre. Hein? Et ça, on va pas le restaurer.
On va pas le faire depuis ici. Par contre, on peut arriver à parler et à dialoguer de façon à avoir des entreprises qui sont bien et puis des habitants qui sont bien. Finalement, si on avait une stratégie territoriale qui était orientée vers les gens qui sont là, que ce soit les entreprises ou les habitants, que ce soit les travailleurs ou les retraités, peut-être qu'on se porterait mieux que simplement à chercher à toujours attirer l'autre, celui qu'on aimerait voir venir. Que les gens, pour aller à l'hôpital, ils prennent une voiture, mais un jour, ils n'ont plus suffisamment d'argent pour mettre... C'est exactement ce que je dis. La faiblesse pareil de territoire, ça dépend beaucoup des métropoles. C'est pas une question de métropole contre ruralité, c'est que la complémentarité n'existe pas vraiment et que dans le fonctionnement au quotidien, les habitants, on risque de les perdre aussi. C'est dans l'avenir, si on ne donne pas une alternative aux voitures, et ça, c'est pas du ressort du local ou même de la région. Il y a un moment aussi, l'État, est-ce qu'il ne doit pas prendre justement un plan spécifique pour rééquilibrer ces... L'État doit prendre plein de décisions et mettre en place plein de plans. L'État produit du PowerPoint. C'est tout. Après, on peut attendre l'État et faire en appeler à l'État, etc. Ou on peut agir. Et on peut avancer. Moi, je suis désolé, des mobilités du quotidien d'ici vers que ce soit Nantes ou Angers, on peut les penser. Je veux dire, on a quand même un rail, on a quand même des gares, on a quand même une capacité à avoir des centres-bourgs dans lesquels on peut partager des choses. On peut faire beaucoup de choses dès aujourd'hui, avec les moyens qu'on a déjà aujourd'hui. Et le fait d'être dépendant d'un hôpital qui est que dans une métropole, c'est un fait, et ce sera toujours ça. Ce sera pareil pour une université. Il y a un certain nombre de services qui ont lieu dans des territoires sur lesquels il y a des masses critiques et qui ne seront pas ailleurs. Ce qu'il ne faut pas, c'est accroître finalement le développement de territoires ultra dépendants. Ce qui, à mon sens, n'est pas votre cas. C'est pas une ultra dépendance à la voiture. Évidemment, c'est le quotidien. Évidemment, mais c'est le cas aussi au cœur de la métropole nantaise, une dépendance à la voiture. Mais il y a des masses critiques suffisantes de façon à avoir des alternatives en transport collectif, en mutualisation, etc., etc. Mais aussi, on va avoir du rapprochement d'un certain nombre de services. Donc, très bien, ici, tout est possible. Le vrai rural, c'est beaucoup plus complexe. Encore une question ou apéro ? Elle a intérêt à être bonne. Après ce que j'ai dit. Bien, vous avez commencé votre conférence avec en mentionnant la nécessité du storytelling. Vous avez terminé en racontant l'histoire de l'homme qui plantait des arbres. Et entre les deux, vous avez évoqué 6 chantiers majeurs qui sont surtout une vision, on va dire, technique, des solutions techniques pour faire évoluer notre vision du territoire, de l'urbanisme et de l'aménagement. Concrètement, au-delà des solutions techniques, il faut pouvoir emmener les habitants du territoire pour leur donner envie, leur raconter ce sur quoi on se projette, donc raconter, développer des récits, cet imaginaire de 2050. Comment est-ce qu'on fait pour le rendre intéressant, désirable? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le sujet. Aujourd'hui, les Français rêvent d'une maison, d'un pavillon, de leur petit bout de jardin, et c'est compliqué de dire à des anciens la maison est plus adaptée, avec mais vous avez plaisir à rester là. Et donc il faut comment est-ce qu'on les emporte vers quelque chose qui donne envie? Oui, vous êtes en capacité de retourner en ville, vivre dans 50 mètres carrés, parce que il faut que ça tourne pour que tout le monde trouve sa place et qu'on évite de s'étaler. Donc il y a un enjeu sociologique, sociétal, à raconter une histoire désirable et en tout cas positive aussi, pour qu'on emmène tout le monde. Oui, alors ça commencera d'abord par ne pas dire les Français veulent, parce qu'on les fait beaucoup parler, les Français, et en fait quand on fait des vrais sondages, en fait ce que veulent les Français est plus complexe. C'est de la propriété, c'est de la sécurité, c'est du calme, c'est de l'espace vert. Tout ça peut être dans la ville. C'est pas si vous demandez aux Français ce qu'on demande, vous préférez la petite maison dans la prairie ou une cage à lapins, bizarrement ils préfèrent la petite maison dans la prairie. Mais quand vous demandez, on a fait le sondage. On a fait un sondage national sur lequel les choses qui ressortent, avant le caractère accessible, avant le fait que ce soit individuel, etc. Je vais vous dire c'est l'accès à l'extérieur, jardin, balcon, etc., etc. C'est du calme.
et il m'en manque un. Bon, il m'en manque un. Mais ce qui était étonnant, c'est que le caractère abordable était très bas, la taille du logement était très bas, hein, et le besoin de jardin était un besoin d'extérieur. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc ça veut dire qu'il y a des offres complexes qui peuvent être montées. Bref, mais je ne réponds pas à votre question. Pour moi, la vraie réponse, c'est justement arrêter de faire du storytelling par des communicants, y compris bienveillants, hein, et faire de la politique. Parce que finalement, à un moment, parler d'un futur désirable qui donne envie et qui embarque, c'est quoi? C'est un élu, un politique qui pose non pas un programme technique en 398, mais qui nous parle d'un futur, qui nous dit qu'on va transpirer, que c'est pas ce qu'on rêvait, que ça va être compliqué, mais qu'on va y arriver. Hein, c'est ça la politique. Et on a besoin de refaire de la politique, y compris au local. Alors, vous ferez votre tri. Hein, mais oui, c'est ça, parce que moi, ce que je vois, en tout cas, ce que je vois dans les professionnels, les Français, à la fois les sondages, mais aussi les réunions de concertation qu'on fait, etc., c'est des gens conscients que c'est compliqué, des gens pour lesquels le présent est compliqué, mais ils voient bien aussi que le futur sera compliqué. Les gens, ils sont rares à opposer la fin du mois et la fin du monde. Ils vivent les deux, hein. Ceux qui ont du mal avec la fin du mois, ils ont aussi du mal avec l'énergie, ils ont du mal avec la bagnole, ils ont du mal avec l'isolation, etc., etc. Donc c'est les vrais sujets. Hein, Donc oui, il faut refaire de la politique, vraiment. Donc faites de la politique. Donc on imagine sortir un petit guide comme ça. D'un côté, il y aura comment prendre la mairie en 2026, et de l'autre côté, ce sera comment bien choisir son maire en 2026. Ouais, parce qu'il y a un moment, c'est un rendez-vous. Là, on a loupé le truc. Alors c'était le bordel, vous me direz. 2020, les élections, c'était compliqué. Là, en 2026, on a besoin d'équipes de choc. Hein, et on va avoir un renouvellement important. C'est pour ça que moi, je suis aussi préoccupé que pour 2027. Merci à vous. J'ai quelques bouquins, si vous voulez. Et donc, en janvier, Redirection urbaine, qui n'est en effet pas le récit, mais qui est plutôt les chantiers techniques. Ce bouquin-là. Merci à vous.